Je commence par remercier notre conférencière, hein, donc Isabelle Bertolino. Je la présente en quelques mots. Donc, c'est une doctorante en sciences de l'éducation et de la formation à l'UT2J, donc l'Université Toulouse Jean Jaurès. Et donc, elle est à l'UMR EFTS, Éducation, Formation, Travail, Savoir. Elle est spécialisée sur les questions de mixité sociale à l'école, d'évaluation et de recherche participative. Et donc, actuellement, elle est en poste auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne en qualité de chef de projet pour poursuivre l'évaluation du dispositif haut-garonnais de mixité sociale dans les collèges. Voilà. Et donc là, vous venez de publier dans la revue Spirale un article qui s'intitule Quand la Covid bouleverse les conditions d'apprentissage. C'est un article qui vient de paraître tout récemment et votre thèse devrait être soutenue dans quelques mois. Et donc, on vous souhaite plein de succès au niveau de cette thèse, évidemment. On vous avait invité déjà au mois d'octobre dernier au GREP dans le cadre du colloque enseignant. Et là, vous aviez surtout, rapidement, hein, c'était une intervention très courte, vous aviez exprimé le point de vue des enseignants sur l'expérience dont vous allez nous parler aujourd'hui. D'abord, ce sur quoi je voudrais insister, hein, c'est sur le fait que ce que vous allez nous présenter, c'est un travail de recherche indépendant, hein, qui est financé par le CD31, mais qui est indépendant du CD31. C'est vraiment un travail de recherche qui se fait donc dans le cadre de l'UMR dont je parlais tout à l'heure. L'expérience dont vous allez nous parler nous a particulièrement intéressés au GREP, hein, par son caractère novateur et les préoccupations de justice sociale qu'il peut y avoir derrière, hein. Elle est assez unique en France. Alors, on me dit qu'il y en a une deuxième à Montpellier. Ce matin, il y avait France Culture qui a parlé de ces deux expériences. Mais donc, il n'y a pas très longtemps, elle était unique en France. Et en tout cas, bon, elle est très originale. Depuis 2022, vous le savez peut-être, il y a des publications qui concernent ce qui s'appelle l'indice de position sociale. Et ça a permis de prendre conscience, enfin on avait déjà, mais je pense qu'on était déjà conscient de ça, mais que la ségrégation scolaire ne se réduit que modérément en France, voire même elle augmente dans pas mal avec certains collèges, on va dire, ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de Stanislas, là, hein, et donc effectivement, c'est un sujet vraiment d'actualité. Donc, le conseil départemental avait décidé de prendre ça à bras-le-corps, et c'est cette expérience que vous avez observée, mesurée, et dont vous allez nous parler. Et donc, votre intervention, donc, c'est sur mixité scolaire, une expérience dans nos collèges, et donc à vous de bien nous éclairer sur cette initiative. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Déjà, pour commencer, je suis très honorée d'être parmi vous pour cette présentation. J'ai essayé d'imaginer un peu une présentation en plusieurs parties. D'une part, on va commencer peut-être autour des politiques d'égalité des chances, hein, un petit brin d'histoire pour replacer d'où vient l'idée de ce plan d'amélioration de la mixité sociale. Et puis ensuite, je vous présenterai au niveau opérationnel qu'est-ce qui a été mis en place en Haute-Garonne et où on en est aujourd'hui. Ensuite, je vous présenterai quelques résultats de l'évaluation qui a été menée dans le cadre d'une CIFRE. C'est une convention industrielle de formation par la recherche. Autrement dit, c'est une convention entre un commanditaire, hein, ici le conseil départemental de la Haute-Garonne, et l'université et l'Agence nationale de la recherche via l'Association nationale recherche et technologie. Le but, c'est de permettre à des doctorants de travailler au plus près du terrain par rapport à des besoins identifiés par un commanditaire. Ici, le besoin, c'était l'évaluation. Donc, je vais vous présenter quelques résultats. Les premiers, ça va être ceux qui sont liés aux familles résidant au Mirail et qui ont fait donc l'objet de l'article dans la revue Spirale. Ensuite, juste une diapo pour rappeler les résultats autour du travail effectué avec les enseignants, et puis des diapos sur un des aspects importants qui étaient nos observations dans les collèges, au niveau de la socialisation des élèves.
Et puis, je vais clôturer à nouveau avec une dimension un peu plus heuristique, opérationnelle, hein, sur ce qu'engagent ces politiques. Et enfin, je vous soumettrai à un questionnement autour, en tout cas, les réflexions que j'ai envie de partager au bout de cette thèse, et alors que je suis en dernière année, et que forcément, ce genre de sujet ne peut pas laisser indifférent, surtout au regard de l'actualité. Alors, un petit retour historique. Déjà, il faut arriver à se rappeler la Troisième République et puis une école à deux vitesses, où on avait d'une part les classes sociales défavorisées, qui étaient destinées plus ou moins à rester dans à poursuivre la destinée de leur famille, de leurs parents. Et puis les classes sociales plus aisées qui allaient s'orienter vers les métiers, enfin les formations supérieures et puis des métiers mieux rémunérés et plus reconnus socialement. Là-dessus, il y a des premiers, enfin, véritablement, on va dire, au lendemain, bon, déjà sous le Front populaire, mais véritablement avec Jean Zay, mais véritablement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il va y avoir l'opportunité, une fenêtre qui s'ouvre et la possibilité de dire il faut repenser notre système éducatif, il faut qu'il soit plus juste, il faut qu'il soit plus équitable. Ici, j'ai mis en exergue une citation de Langevin Vallon autour du fait que l'ensemble des enfants doivent bénéficier de cette possibilité de contribuer à la direction et à l'administration du pays, que ça ne doit pas être réservé à une classe sociale, et particulièrement dans notre pays, qui a quand même connu une révolution dont on parle encore. Donc, quelque part, dans ce plan Langevin-Vallon, il y avait une préfiguration de ce qu'allait être le collège unique en 75, c'est-à-dire véritablement l'opportunité pour les enfants de partager un tronc commun d'apprentissage et donc d'arriver à un certain niveau d'apprentissage quand même assez exigeant et qui touche l'ensemble de la population. Peut-être on peut aller à la suivante. Merci. Donc, les enjeux sociétaux, ils sont très, très clairement exprimés. L'idée, c'est que le but n'est pas d'éloigner les enfants des classes défavorisées de leur milieu social d'origine. Hein. Le but, en fait, c'est de démocratiser, c'est-à-dire qu'il y ait réellement la liberté d'envisager, de se projeter à des fonctions de responsabilité. Il parle, Henri Vallon, de démocratisation, mais cette démocratisation, en fait, ce n'est pas le renoncement à ce que nous ont enseigné nos parents, mais c'est normalement, véritablement, le fait de pouvoir faire exister toutes les formes de représentation présentes dans la société au sein de notre système et de l'administration générale de notre République. Il y a un terme ici qui est intéressant, s'il en a les mérites. Il faut savoir que cette question du mérite, hein, elle est très discutable et très discutée d'ailleurs, et nous aurons l'opportunité de revenir dessus dans la suite de ce que je vais vous présenter. Donc peut-être on peut passer à la suite. Donc la loi Haby de 1975, je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui connaissent déjà tout ça, mais je pense que c'est important de le rappeler. La création du collège unique, la répartition des élèves dans les classes, donc qui s'effectue sans distinction. Normalement, on part du principe d'hétérogénéité, on ne sépare pas les élèves en fonction de leur classe sociale, et puis normalement non plus de leur niveau scolaire. On offre un enseignement le même pour tous et toutes. Des actions de soutien et des activités d'approfondissement, et puis le diplôme national du brevet des collèges qui doit sanctionner au sortir de la troisième eh bien, un niveau égal d'acquisition pour un ensemble d'élèves, quel que soit leur environnement familial d'origine. Alors, le concept d'égalité des chances. C'est pas du tout un concept pratique pour dire les choses si on se situe sur un niveau scientifique. Et je me réfère ici aux travaux de Coleman, un Nord-Américain qui, dans les années 60, a fait un gros travail autour de cette question d'évaluation des effets de la ségrégation et de la mixité sociale sur la réussite scolaire. Il a mené une échelle quantitative une étude, à très grande échelle aux États-Unis. Et ces résultats ont été fortement discutés, entre autres par un chercheur français, Cherkaoui. Ils ont été fortement discutés. Pourquoi? Parce que, en raison, en fait, de ce qu'on appelle une faiblesse en termes d'étayage théorique. Je m'explique. Que faire scientifiquement avec un concept comme la réussite scolaire
qui en réalité est loin d'être clair. Ça peut être toute forme de choses, la réussite en milieu scolaire. Que faire avec une notion comme la mixité sociale, qui est un concept scientifique extrêmement flou? Donc voilà, avec des concepts qui finalement sont peu étayés scientifiquement, comment mesurer des effets? C'est compliqué. Coleman tire quand même quelques conclusions de ses travaux, que 70% de l'écart de réussite de chaque groupe d'élèves, qu'ils soient favorisés ou défavorisés, hein, s'explique par les caractéristiques des élèves eux-mêmes. Donc, ça, c'est assez terrible, hein, parce que dans le fond, ça voudrait dire que quoi qu'on fasse, il y a peu d'effets, en fait, au niveau des classes, quoi qu'on organise, ou des écoles. Il dit également qu'on constate qu'à mesure que la proportion d'élèves blancs croît, la réussite des élèves de chaque groupe ethnique croît. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, il y a un effet de contexte qui est l'effet mixité sociale et qui serait plus déterminant que d'autres effets de contexte, comme par exemple un qui est bien connu, qui a été très étudié en France sans tort Parisé, c'est l'effet maître. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte qu'au sein d'une même école, on pouvait avoir des écarts de réussite très forts entre plusieurs classes en raison en fait de la pédagogie et de la posture du maître qui va énormément déterminer la réussite de l'élève. Enfin, quel que soit le groupe d'appartenance de l'élève, les bons enseignants donc, ont une influence plus grande sur la réussite de l'élève issu du milieu culturellement défavorisé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un bon enseignant, c'est un peu le pivot, hein, l'axe central, qui va quand même grandement déterminer le destin scolaire de l'ensemble de ses enfants. Donc au final, il y a plusieurs effets de contexte comme ça qui sont enchâssés les uns dans les autres. Et il est très difficile de mesurer réellement quelle est la part d'effet qui vient d'une action ou d'une autre. Scientifiquement, c'est un vrai défi. L'autre aspect qui me paraît essentiel, c'est que souvent, on manque de situations sur le terrain, de situations locales qui expérimentent, en tout cas dans un modèle aussi radical qu'ici en Haute-Garonne, pour pouvoir voir sur un plan qualitatif qu'est-ce qui se passe. L'intérêt de l'approche qualitative, c'est finalement d'essayer d'apporter du grain à moudre pour ensuite bâtir des hypothèses qui vont permettre d'aller vers des grandes études quantitatives et on va pouvoir vérifier des hypothèses. Mais on va les étayer par finalement l'observation et la recherche qualitative sur le terrain. Alors, on peut passer du coup à la suivante. Que nous dit Felouzis, encore un chercheur, sur ces questions d'égalité des chances? Il nous dit, ce n'est pas un hasard si les interrogations sur l'équité de l'école et l'ampleur des inégalités scolaires se sont développées en même temps que l'école s'ouvrait au plus grand nombre. En fait, avec la massification scolaire, le désir de justice scolaire, il est devenu très fort et il concerne l'ensemble des familles. Ici, la question qui se pose à nous, dans le fond, l'école, c'est un peu comme un miroir et ça nous renvoie finalement tous les échecs de notre société. Tous les endroits où nous avons des utopies, des grandes ambitions, mais de réelles difficultés à les mettre en œuvre dans le monde réel, hein, à leur faire toucher terre. Et dans le fond, cette école injuste ou inégalitaire, elle nous renvoie cette question-là. Comment agit-on et comment arrive-t-on réellement à promouvoir un autre modèle éducatif qui permette à l'ensemble des enfants de prendre place, à la fois dans l'école, mais aussi ultérieurement au sein de la société, d'une façon qui soit réellement épanouissante. On peut aller à la suivante. Alors, concernant ces grandes utopies, ces changements de modèle, il y a eu un tournant en France en 2013 avec, sous le ministère de Najat Vallaud-Belkacem, et avec l'introduction de cette notion de mixité sociale à l'article 1 du Code de l'éducation, auquel d'ailleurs, de manière très pertinente, les législateurs ont adjoint la question de la coéducation et du fait que l'ensemble des parents, quelle que soit leur classe sociale d'origine, doivent pouvoir contribuer à l'éducation de leur enfant en partenariat avec les personnels de l'éducation nationale. Donc c'est un tournant fort, au sens où on connaît de longue date les effets de la ségrégation sociale et scolaire sur les apprentissages. Ça a été éclairé par de nombreux chercheurs. On sait à peu près en quoi c'est néfaste. Mais à un moment donné, prendre le problème à bras-le-corps
et se dire l'éducation prioritaire ne peut pas seule répondre aux difficultés rencontrées par le système éducatif et il faut d'autres politiques. Prendre à bras le corps ce problème, c'était un peu complexe politiquement parce que dans le fond, c'était renvoyer à la société tous ces apartheids. Renvoyer à la société le fait que telle qu'elle est construite aujourd'hui, elle est de moins en moins mixte. Ça a été fait en 2013, mais en même temps, c'est comme tout changement de modèle, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y avait le fait au niveau opérationnel de se dire mais comment on fait? Parce que pour rappel tout de même, mais je pense que ça aussi beaucoup d'entre vous le savent, le système français a la particularité d'être une espèce d'imbrication de différents niveaux de décision locaux et nationaux. Donc notre système éducatif au niveau national, puis nos acteurs locaux, les collectivités territoriales qui vont gérer le dur, les bâtiments, les personnels techniques, etc. Bon. Là, finalement, la question, c'était, bon, OK, la mixité, oui, mais comment fait-on? Parce qu'il y a des réalités locales qui sont distinctes d'un bout à l'autre de la France. On ne peut pas faire tomber du ciel national un modèle standardisé. Donc, Najat Vallaud-Belkacem a mis en place un comité scientifique qui a travaillé sur un vademecum, un espèce de mode d'emploi en 2016, qui a été proposé aux collectivités, et puis plusieurs expérimentations ont été lancées. Il se trouve que dans le même temps, simultanément, quasiment, au niveau garonnais, il y avait eu l'affirmation politique entre 2016 et 2017 de vouloir faire quelque chose dans ce sens, avec toutefois beaucoup d'incertitudes sur le comment. Donc, je vous propose qu'on aborde le comment. Alors, comme vous pouvez le voir, ça, je vais essayer. Alors, si j'arrive à faire marcher le pointeur, ce serait sympa. Mais il ne veut pas, hein? Ah si, voilà. Bon, il faut que je tienne. Alors, les limites rouges, là, c'est les limites de Toulouse. Hop, la ville. Ici, c'est le Mirail et ses bassins d'école. Ici, vous avez la métropole de Toulouse. Qu'est-ce qui se passe? Sur le Mirail, nous avions deux collèges, le collège Badiou et le collège Bellefontaine, qui accueillaient les écoles du quartier. Au moment où le département se dit qu'il va mettre en œuvre une politique d'amélioration de la mixité sociale, il commence à mener des grandes enquêtes, à la fois des temps de concertation publique, mais aussi des enquêtes avec ses partenaires, à commencer par l'éducation nationale, évidemment. Et puis, ils se disent, oh, on pourrait peut-être faire comme à Paris, des secteurs multicollèges, ils discutent, et puis bon. Très rapidement, certaines personnes disent, oui, mais il ne faudrait pas que les bons élèves du Mirail fuient leur collège pour aller dans de meilleurs collèges et que les élèves les plus en difficulté se retrouvent entre eux dans le collège. Et comme les deux collèges en question étaient très enclavés au cœur du quartier, beaucoup ont dit aussi, les familles favorisées qui sont habituées dans les collèges du centre-ville, ils ne vont pas aller au collège du Mirail. Il y a peu de chances que les populations se mélangent. Conclusion, ils ont décidé de manière très radicale de fermer les deux collèges et de transférer l'ensemble des élèves vers de nouveaux collèges très favorisés de la métropole. Pourquoi la métropole? Parce qu'en gros, il fallait, pour que sur le plan des effectifs des collèges, la charge soit supportable, il fallait transférer chaque école dans un collège différent. Et le nombre de collèges très favorisés qui pouvaient les accueillir, il ne se situait pas seulement au sein de Toulouse même, mais il se situait aussi à l'extérieur de Toulouse. Donc, on a eu des élèves qui sont allés, donc par exemple, les élèves de Paul Dautin sont allés à Plaisance-du-Touche, Bastide à la Bitrie, bon, et jusque le cas extrême, c'est Jean Rostand à Balma. Donc là, c'était les élèves de Simone Veil. Bon, là, les parents ont râlé quand même, ce qui se conçoit, même s'il y a eu énormément de mesures d'accompagnement, évidemment, mais je vais revenir dessus. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Littéralement, à Toulouse, on a extrait à peu près un peu plus de 1400 élèves de l'éducation prioritaire pour les faire entrer dans des collèges de droit commun qui avaient la particularité d'accueillir un public plutôt très favorisé. En précisant tout de même que la particularité de Toulouse, c'est d'être une ville plutôt favorisée par rapport à d'autres. Il y a la particularité d'avoir quand même des publics assez aisés. Donc voilà, donc ce qu'on appelle vraiment un choix assez radical. Puis dans un deuxième temps, dans un troisième temps, deux collèges neufs ont été reconstruits, Guillermy Saint-Simon, à la lisière en fait du quartier du Mirail et des quartiers résidentiels de Saint-Simon.
et aussi, on a vers là, c'est Tournefeuille, hein, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc ces deux nouveaux collèges, ils accueillent dorénavant seulement une école chacun venue du Mirail. Et entre autres, les élèves qui étaient à Jean Rostand, ce qui était très éloigné, et qui ont pu ainsi accéder à des collèges plus proches. Donc voilà ce qu'on appelle des choix assez radicaux. On peut peut-être passer à la suite. Donc sur le plan opérationnel, je suis désolée, mes diapos sont un peu chargés, mais sur le plan opérationnel, ces choix radicaux, ils se sont construits avec énormément de mesures d'accompagnement. C'était aussi pour permettre, entre autres, l'adhésion des familles. Il ne s'agissait pas juste de faire des changements, de mécaniquement mélanger des élèves et puis de se dire on va advienne que pourra, en aucun cas. Donc, il y avait un véritable enjeu conceptuel aussi, hein, qui était de se dire comment on accompagne cette mixité, quels moyens on se donne. Donc, déjà, il a fallu créer un outil cartographique qui croisait également des données sociales pour permettre de créer cette mixité. Ensuite, il y a eu au niveau institutionnel, il y a deux comités de suivi qui ont été mis en place et qui rassemblaient plus d'une 50aine d'acteurs, collectivités territoriales, éducation nationale, préfecture, pour discuter et concevoir ces nouvelles dispositions. Il y a également mis en place des moyens pour faciliter la mobilité des élèves. Donc, ça veut dire que, et c'était une première en France, on a des bus dédiés qui transportent les élèves directement du pied d'immeuble, enfin de l'école en l'occurrence, de leur quartier jusqu'à leur collège. Et puis aussi des moyens au niveau des tickets TCO, hein, pour permettre aussi pour les élèves qui le souhaitent de prendre les transports en commun. Donc, cette facilité au niveau de la mobilité, ça a été en fait assez essentiel. C'était une demande très forte et qui se comprend des parents résidant sur le Mirail. C'était qu'on puisse garantir que leurs enfants aient de bonnes conditions d'accès à leur nouveau collège qui, de fait, se trouvait éloigné. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, il y a eu également toutes les phases de concertation qui sont très importantes. Et puis, les collèges ont étendu leur périmètre d'intervention. Par exemple, en allant tenir des réunions d'information sur le Mirail. Aussi pour accompagner l'inscription des élèves, hein, entre autres. Cette révision des périmètres d'intervention et des modalités d'intervention, elle concerne l'ensemble des partenaires. En fait, il faut bien imaginer, hein, on avait un périmètre d'intervention spécifique, éducation prioritaire, avec des moyens spécifiques alloués à ce périmètre. Et puis, du jour au lendemain, tout ça est explosé, tout ça change. Alors, comment fait-on? Donc, ça a concerné la ville avec tous ses intervenants, la réussite éducative, les clubs de prévention, la métropole, enfin, tout a été bousculé, même au niveau des transports. En métropole, dans les métropoles, on n'est pas habitué à avoir des bus scolaires qui viennent s'arrêter aux arrêts de bus qui sont destinés au transport en commun, donc qui vont les bloquer le temps que les élèves descendent. Enfin, ça peut paraître toute une infinité de détails, hein, mais c'est énormément de choses qu'il a fallu repenser. Les horaires d'ouverture pour l'accueil des enfants dans les associations du quartier, les enfants inscrits dans les contrôles locaux d'accompagnement à la scolarité, c'est-à-dire tout ce qui va être l'accompagnement aux devoirs. Tout ça, il a fallu le revoir. Il a fallu revoir énormément de choses en termes organisationnels. Donc, ça a été un vrai défi, à la fois pour les professionnels qui accompagnent les familles et les enfants, mais ça a été aussi un défi en termes de changement d'habitude pour les habitants du Mirail. Donc, ça a été, autant le dire, une politique très impliquante pour les publics, avec énormément de conséquences pour eux. Alors, l'autre aspect aussi, au niveau des moyens alloués, c'est l'investissement très fort de la DSDEN. Donc, la DSDEN, c'est-à-dire la représentation déconcentrée de l'éducation nationale, a investi énormément de moyens, que ce soit des personnels supplémentaires, la création de missions spécifiques, comme les maîtres mixité sociale. Les maîtres mixité sociale, c'est des maîtres interdegrés qui font le lien entre l'école et le collège. C'est-à-dire, ils font la liaison et ils accompagnent les élèves. Donc, ils sont 6 mois de l'année dans l'école, 6 mois de l'année dans le collège. Et ils vont à la fois, parce qu'ils apprennent à connaître les élèves, leurs difficultés,
et ils vont, ou leur réussite, au passage aussi, et ils vont ensuite, dans le collège aussi, participer à la composition des classes, par exemple. Et ils vont accompagner pendant 6 mois les élèves pour que ça se passe au mieux. Également, les professeurs référents mixité dans les collèges, qui font le suivi pour voir que tout se passe bien et qui font le lien avec l'école. Il faut bien se rappeler la carte que je vous ai montrée au début, parce que les écoles en question sont fort éloignées des collèges. Et puis, par ailleurs, des classes à 25 en 6e. Alors, il y a une forte demande des enseignants pour que ce soit poursuivi sur les autres niveaux. Mais bon, l'idée, c'était vraiment de favoriser une bonne liaison école-collège. Donc, des classes à 25 en 6e, dont bénéficie au final l'ensemble des élèves, évidemment. Parmi également, ah oui, et puis la DSDEN a aussi mis en place, ou le rectorat plutôt, une journée d'études mixité qui rassemble l'ensemble des acteurs de la mixité au niveau éducation nationale, donc les principaux, les enseignants, les directrices d'école, directeurs d'école, les maîtres interdegrés, enfin bon, ça rassemble tout le monde, à la fois pour partager leur expérience, partager les bonnes pratiques, et puis voir comment on peut améliorer de manière continue la situation. Enfin, parmi les moyens mis en œuvre, il y a également une dotation différenciée du conseil départemental aux établissements en fonction de leur degré de mixité sociale. Donc les établissements, cette dotation, on en a pas mal parlé dans les médias, c'est un bonus-malus en quelque sorte, qui fait qu'en deçà d'un certain seuil, la dotation est minorée ou elle est majorée si vous accueillez plus de publics favorisés. Et les adaptations continues, je ne vous fais pas la liste parce que c'est extrêmement long. Vous imaginez bien que quand vous sortez des enfants de l'éducation prioritaire, qui est quand même une politique très organisée, y compris pour tout ce qui va toucher à l'orientation scolaire, à la découverte des métiers, du jour, et puis avec sa tête de pont, qui est un collège, avec toutes les écoles, il y a un travail de pilotage entre ces écoles et ces collèges, et du jour au lendemain, vous supprimez ces collèges. Donc là, vous changez quand même beaucoup les choses. Et à partir de là, petit à petit, chaque année, on s'en rend compte, des nouveaux dispositifs se mettent en œuvre, sont inventés, se mettent pour continuer d'accompagner et de favoriser la réussite de cette politique. Donc, ce qui est certain, c'est que l'implication aussi des professionnels est très forte dans cette politique. On peut peut-être passer du coup à la suivante. Je regarde où j'en suis au niveau de mon temps. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, parfois, j'ai tendance à être un peu longue. Je m'en excuse par avance. 24 minutes, ça va encore. Je suis quand même un peu longue. Alors, là, je vous montre l'évolution, en fait. Donc là, ce qui est affiché dans cet histogramme, c'est les publics défavorisés. Et c'est le pourcentage par rapport au public présent dans le collège. Donc, bon, en rouge, c'est tout ce qui va être les collèges privés. Et en bleu et vert, c'est les collèges publics. Déjà, là, vous avez donc, c'est seulement pour 2016, Bellefontaine et Badiou, qui avaient plus de 80% d'élèves défavorisés et qui maintenant n'apparaissent plus en 2023, puisque ces 2 collèges ont été supprimés. Et puis, surtout, si vous regardez les 2 barres, la barre, la première 2016 et puis la barre suivante 2023, ah oui, oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais ça. Voilà, ça va peut-être vous aider mieux pour comprendre ce que je raconte. Donc là, par exemple, vous avez 2016 et là, vous avez 2023. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça a commencé petit à petit, la courbe a commencé à s'aplanir. Ça veut dire on commence à avoir une meilleure répartition des élèves dans les différents collèges. Avec toutefois un vrai souci au niveau des collèges privés qui continuent d'accueillir très, 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 très majoritairement les publics les plus favorisés de Toulouse, qui du coup ne vont pas dans le public. Les barres de l'histogramme cerclées de noir, ce sont les barres des collèges qui sont impliqués dans le dispositif mixité, qui sont donc les collèges, donc par exemple Michelet, La Biterie, Fermat, Vinci, Bellevue, Les Chalets, Zola. Donc ce sont les collèges qui ont accueilli les enfants venus des écoles du Mirail. Donc comme vous le voyez, il y a quand même un effet assez important en termes d'occupation des collèges et de profil des publics qui sont dans les collèges. Saint-Simon, donc, et puis ici Guilhermy, ce sont les 2 nouveaux collèges qui ont été créés, comme je le disais, à la lisière du Mirail et de Saint-Simon. Je tiens à préciser qu'ils ont ouvert il y a très peu de temps.
on est sur la 2e année, donc c'est encore très expérimental. La réputation de ces collèges reste à faire. Ça veut dire qu'il est important que les familles s'en emparent de ces collèges, dans le bon sens du terme, s'y impliquent pour les faire vivre et y faire vivre la mixité. C'est encore un défi à relever, hein, il n'est pas encore relevé. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Donc là encore un peu des histogrammes. Là en fait, donc c'est toujours une comparaison 2016-2023. Par exemple, sur ces collèges, donc il y avait ici Badiou-Bellefontaine et ici Saint-Simon-Guillermy, on s'aperçoit effectivement que les publics accueillis dans le collège sont plus mixtes. En tout cas, les enfants issus de milieux défavorisés constituent un pourcentage moins important à l'intérieur du collège. Ici, les collèges d'accueil du projet mixité. Alors, j'aime pas ce terme d'ailleurs de collège d'accueil, à chaque fois je demande qu'on le change. Les collèges d'affectation du projet mixité. On voit qu'entre la proportion d'élèves défavorisés accueillis en 2016 et ceux accueillis en 2023, il y a une amélioration. Les collèges privés de Toulouse, ils accueillent encore moins d'enfants défavorisés qu'avant. Donc, ça ne s'est pas encore arrangé. Il y a encore du travail à faire. Et concernant les autres collèges publics de Toulouse, ce qu'on note quand même, c'est que malheureusement, il y a une précarité de la population qui va en augmentant. Et donc, les publics défavorisés sont toujours plus importants. On peut passer à la suivante. Merci. Alors, là, je voulais vous présenter les résultats d'une enquête qui a été menée auprès des familles du Mirail, parce qu'on parle de personnes favorisées, défavorisées. Mais tout ça, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Quand on parle de mixité, la mixité, par définition, ce n'est pas que les publics défavorisés. La mixité, ça concerne tout le monde. Donc, à un moment donné, dans notre étude, on avait aussi envie de comprendre un peu mieux qui étaient ces familles résidant au Mirail et qui sont quand même, disons-le clairement, victimes de nombreux projets au sein de la société. Il se trouve qu'entre-temps, on a eu le Covid, ce qui n'a pas facilité nos affaires, et on s'est dit, mais oula, le Covid, c'est bien gentil, l'apprentissage à distance, la continuité pédagogique via les ordinateurs, mais comment ça se passe pour ces familles? Parce que avant, elles avaient le collège en pied d'immeuble. Donc, les enseignants étaient organisés dans la plupart des zones d'éducation, des réseaux d'éducation prioritaires. On mettait à disposition des devoirs sur des tables pour les parents, pour les familles, des photocopies. Enfin, beaucoup de choses étaient organisées, mais là, les familles n'avaient plus le collège sur le quartier. Donc, la question, c'est comment ont-elles fait? Donc, on a mené des entretiens en face à face. Dès qu'on est sorti du confinement, on est allé à la rencontre des familles. Dans un but, au départ, surtout, de voir quels risquaient d'être les effets de la Covid sur le destin scolaire des enfants qui étaient dans cette situation spécifique de la Haute-Garonne. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, on s'est appuyé entre autres sur les travaux de l'AIR. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez l'AIR? Oui, quand même, hein, enfance de classe. Donc, l'AIR est un chercheur qui travaille de manière qualitative à travers des entretiens menés auprès des familles, entre autres, et qui s'intéresse beaucoup aux effets, en fait, de la précarité matérielle sur les apprentissages scolaires. Lui, il parle de configuration familiale, donc il s'intéresse à 5 niveaux: les formes familiales de la culture écrite, les conditions et les dispositions économiques, l'ordre moral domestique, les formes d'exercice de l'autorité familiale et les modes familiaux d'investissement pédagogique. On s'est beaucoup appuyé sur ces travaux et aussi sur les travaux de CACPO pour essayer de comprendre ce qui était en jeu quand les parents, du jour au lendemain, il n'y avait plus la médiation du professeur, ou enfin en tout cas beaucoup moins qu'avant, et que du jour au lendemain, des familles ont été confrontées au fait d'accompagner leur enfant sur le plan pédagogique. Et on s'est appuyé donc sur cette lecture de l'AIR pour essayer de construire nos questions et de comprendre ce qui était en jeu. Du coup, peut-être pour vous dire un peu plus sur le profil des familles, sur les 43 familles interrogées, 34 étaient des familles nombreuses. Il y avait très peu de familles monoparentales. Et puis, la moyenne d'âge, on est affaire à des collégiens majoritairement. C'était plutôt entre 36 et 45 ans. On peut passer à la diapo suivante. Un point qui déjà nous paraît important, c'était l'équipement moyen par type de famille. Alors déjà, c'est vite vu. Globalement, le principal outil dont disposaient les familles, c'était le téléphone portable. Et ça, c'est quand même un gros souci parce qu'ils ont dû
permettre à leurs enfants de faire des apprentissages à distance, sans ordinateur, sans imprimante pour la plupart, et puis avec plusieurs enfants qui avaient différents niveaux à suivre, hein, école, collège, lycée, et avec pour seul outil pour se connecter le téléphone portable. Donc, les familles sont plutôt bien équipées en téléphone portable, mais assez mal en ordinateur. Et puis, l'autre souci, c'était la connexion. Autrement dit, les forfaits, beaucoup de familles ont des forfaits limités, et donc ils n'avaient pas assez de gigas pour permettre la connexion, enfin, un niveau de connexion suffisant pour que les enfants puissent suivre tous les cours. Alors, les caractéristiques générales des familles, nous, on sait vraiment, on a essayé de repérer 9 grandes difficultés: la connexion, le manque d'équipement numérique. Est-ce que les familles arrivaient à utiliser l'environnement numérique de travail? Ça, c'est merci pour la dématérialisation d'un grand nombre de démarches, parce que le suivi de la scolarité via le numérique, c'est pas toujours simple. Donc, quelle famille avait besoin d'aide pour l'usage de l'environnement numérique de travail? Quelle famille avait besoin d'aide pour l'accompagnement aux devoirs? Qui avait des difficultés en français? Qui était allophone? Qui avait des difficultés économiques avérées? Là, par exemple, je pense aux familles qui recourent à l'aide alimentaire, hein, parce qu'elles étaient vraiment en précarité. Qui sont isolées socialement? Les familles de primo-arrivants, par exemple, qui ont très peu de liens encore sur le quartier. Le sentiment d'insécurité, très important. Les 3/4 des parents témoignaient qu'ils considéraient leur quartier comme dangereux pour leur enfant. Et enfin, le recours aux associations durant le confinement. Donc, le nombre de familles qui ont eu besoin du soutien des associations pour faire face à cette situation de la Covid et du confinement. Donc, globalement, ce qui ressort de manière très schématique, entendons-nous bien, la réalité est plus fine, c'est qu'on a, dans notre corpus, on avait 21 familles qui arrivaient à peu près à s'en sortir et qui, au regard des difficultés rencontrées, étaient quand même assez autonomes. Et puis, progressivement, des familles de plus en plus fragiles, voire très fragiles. Sur 43 personnes rencontrées, 5 étaient vraiment dans une situation extrêmement défavorable sur le plan matériel et social. Alors, on ne prétend pas que notre échantillon était représentatif du Mirail. En revanche, on a vraiment travaillé à avoir un échantillon indicatif. C'est-à-dire, on a rencontré, grâce aux associations, on a rencontré des familles dans tous les secteurs résidentiels du Mirail. Il y a des cités, il y a des grands ensembles, il y a des zones résidentielles. Et on a vraiment essayé d'avoir un panel de gens très différents et dans des situations, par ailleurs, économiquement aussi très variées. Alors là, je vais vraiment à la conclusion directe, hein, la plus simple. Et ce qui est ressorti de notre étude, c'est que dans le fond, entre les 43 personnes, ce qui est découpé, c'est qu'on avait 51% des familles que nous avons appelées proactives. Ça veut dire qu'ils étaient capables de mobiliser des ressources en propre pour accompagner les apprentissages de leurs enfants. Ça veut dire ce qu'elles ne savaient pas faire, elles savaient trouver des gens pour aider leurs enfants. J'avais le cas d'une maman qui se connectait avec son frère au Maroc, qui était instituteur, et c'est son frère qui se chargeait de faire du soutien à son neveu. Voilà, c'est pour donner juste un exemple. J'avais le cas d'une maman qui venait d'arriver d'Afrique, mais qui ne parlait pas français, son mari non plus, mais lui avait été doctorant et elle avait un niveau master. Et leur gamine était en réussite à l'école, alors qu'ils ne parlaient pas du tout français. Mais comme elle me disait, on ne parle pas français, mais on sait comment apprendre et on sait comment enseigner. Donc, en fait, nos enfants ne prennent pas de retard. Et voilà. Donc, c'est pour dire que tout ça, on peut avoir des familles qui sont dans des grandes difficultés, mais qui, par ailleurs, ont vraiment de la ressource pour accompagner les apprentissages. Ensuite, on a ce qu'on a appelé les familles dépendantes, mais en fait dépendantes de l'institution scolaire. Là, c'est les familles qui attendent énormément de l'école, donc c'était 26% des gens rencontrés, et qui dépendent réellement de l'école. Ça veut dire, si on leur dit, si une CPE leur dit, oui, oui, c'est bon, votre enfant est très connecté à l'ENT, et puis que la maman découvre que son enfant, à la rentrée, sa moyenne, elle est tombée à 7, elle est furieuse, parce qu'elle dit, j'ai été trompée. On m'avait dit que mon enfant se connectait, qu'il faisait le boulot, mais quand j'arrive à l'arrivée, elle a 7 de moyenne. C'est pas normal. Donc là, ces parents qui sont très dépendants,
ils vont être dans une relation, comme toute relation de dépendance, hein, très émotionnelle hein, avec le système éducatif. Parce qu'ils peuvent être très en colère ou ils peuvent être très déçus parce qu'ils attendent énormément. Et parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas la ressource suffisante ou la légitimité, parce que parfois ils auraient de la ressource, mais ils ne se sentent pas légitimes, pour accompagner leurs enfants. Et puis, enfin, nous avons les familles en situation de fragilité, c'est 23% des familles rencontrées. Donc là, on est vraiment... là, pour le coup, on est sur une réalité vraiment dure, hein. Ce sont les familles en très grande précarité matérielle et sociale, et où là, on va avoir. Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup d'enfants aidants, donc c'est les enfants qui aident les familles. Et là, du coup, il y a un déplacement par rapport à l'enjeu au niveau des apprentissages, non pas un déplacement par rapport au désir des parents de voir leur enfant réussir, mais un déplacement par rapport à la difficulté de mettre cette question au centre de l'organisation familiale. Alors, pourquoi je vous présente ça, ce résultat? C'est parce que par rapport à ce terme très générique de famille défavorisée, on a affaire à une réalité beaucoup plus hétérogène, fine, nuancée, que ce que le laissent entendre ces termes. Le Mirail, c'est une population très diverse, très hétérogène, avec des situations très différenciées. Et du coup, les enfants qui viennent du Mirail, ils sont à l'image de leurs parents. Ils sont dans une grande diversité de situations, d'apprentissage, de rapport à l'école, de rapport à la réussite. Et ça nous paraissait un point important à mettre en valeur parce que, encore une fois, quand on n'a pas vécu au Mirail, par exemple, ou dans un quartier du type du Mirail, on a souvent des représentations très fausses sur les populations qui y résident. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, les problématiques qui ont émergé. Dans le fond, cette recherche, elle nous a permis de faire émerger des problématiques autour de la coéducation, vraiment très fortes. Et par exemple, sur les familles proactives, on trouvait dommageable qu'il n'y ait pas de temps au niveau de l'éducation nationale pour prendre du recul par rapport à cette expérience conjointe qu'ont vécu les familles et les enseignants, puisqu'on a été dans de la coéducation plus, hein, malgré nous, en raison de la situation de la Covid. Et du coup, de ne pas avoir tiré des enseignements de cette situation, sur ce que les familles peuvent investir et comment elles peuvent l'investir. Du point de vue des familles en situation de dépendance, on se rend compte à quel point les parents peuvent se sentir trahis quand les enseignants n'apportent pas les bonnes réponses ou les réponses qu'eux espèrent. Et puis, du point de vue des familles en situation de fragilité matérielle, notre grande conclusion, c'est qu'il faudrait une véritable politique publique de médiation. Alors, pourquoi ? Par exemple, un chercheur, Régis Mallet, a écrit un article assez fouillé là-dessus. Il dit « On attend trop des enseignants ou des personnels de l'éducation nationale en termes de médiation avec les familles. La coéducation, oui, mais il en faut les moyens. Vous vous formez pour être enseignant, vous vous formez pour accompagner des enfants dans leurs apprentissages, vous ne vous formez pas pour accompagner des familles dans le cadre de la coéducation ou pour travailler avec elles. Vous savez que ça va compter, qu'il va falloir travailler avec les familles, mais vous ne vous formez pas forcément pour le faire et puis il faut le temps, parce que ça prend du temps de discuter avec des parents et de s'impliquer à leur côté. Donc, ce que Régis Mallet disait, il faudrait encore un énième acteur, hein, quelque part, qui est un peu une sorte de médiateur entre l'établissement et les familles. Donc, nous, on a tendance, en tout cas pour les familles en situation de fragilité, on a tendance à rejoindre ces conclusions et puis à dire, oui, une politique publique de médiation qui permette comme ça meilleure fluidité dans les relations école-parents, ça pourrait être peut-être une bonne chose. Oui, on peut passer à la suite. Je suis un peu longue, je suis désolée. Alors, enfin, l'enquête auprès des élèves. 42 minutes. L'enquête auprès des élèves. Donc, ce sont les derniers résultats que j'avais envie de vous présenter. On a fait des observations dans 3 collèges. Un collège mixte de référence, qui était un collège mixte de longue date, un collège mixte de la phase 1, c'est-à-dire la fermeture de Raymond Badiou, et un collège mixte de la phase 2, c'est la fermeture du collège Bellefontaine. Donc, on a observé comment les élèves se socialisaient dans les 3 collèges. Quand je dis les élèves, je parle de tous les élèves. Là, on a vraiment fait une observation de la mixité. Ça veut dire comment ça se passait pour l'ensemble des élèves. Comme toute étude de type socio-ethnographique, on a croisé nos données avec des entretiens individuels et des focus groupe élèves. Ça veut dire où on a mis les élèves ensemble autour de la table et on les a fait dialoguer pour voir
Je ne vais pas tout détailler ici sur le plan méthodologique, mais s'il y a des questions, je vous expliquerai volontiers qu'est-ce que j'ai appliqué comme méthode. Alors, le premier point qui nous paraît essentiel, c'est que 5 phénomènes traversent tout ce qu'on a observé dans les 3 établissements. D'une part, les élèves ont tous des appartenances groupales multiples. Aucun élève ne fait partie que d'un groupe d'élèves qui résiderait au Mirail ou que d'un groupe d'élèves qui résiderait en centre-ville. Là-dessus, il y a un gros mythe sur le fait que les élèves resteraient entre eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Les élèves sont toujours dans plusieurs groupes, mais j'ai envie de dire comme nous tous. Il y a le groupe affinitaire, il y a le groupe des camarades de classe, il y a le groupe des copains avec qui on fait du football, il y a le groupe des bons élèves, il y a le groupe des perturbateurs, il y a le groupe des filles, il y a le groupe des garçons. Donc les appartenances groupales sont multiples. Et ça détermine la position des élèves dans le collège. Oui, ça c'est certain. Parce que comme tout groupe social, il y a une hiérarchie qui s'organise. Et effectivement, il y a des places plus avantageuses que d'autres. Encore aujourd'hui, malheureusement, être une fille est une place désavantageuse quand on est dans une école, quand il s'agit d'occuper la cour de récréation. Des appartenances subies et dénoncées comme injustes. Alors là, très clairement, il y a des élèves qui ont dénoncé le fait d'être renvoyés à leur origine et de résidence du Mirail, en disant, ouais, des fois, alors ça c'était assez marrant, enfin, c'est pas marrant en réalité, mais du coup, il y a des élèves qui disaient, quand un de nous fait, alors un de nous, de ceux du Mirail, puisque c'est l'appartenance qu'ils dénoncent, fait une bêtise, tout de suite, il y a des gens qui disent, c'est ceux du Mirail. Quand c'est un qui fait une bêtise et qui vit dans le centre-ville, on ne dit pas, ah, c'est un du centre-ville. Et cette stigmatisation-là, qui continue quand même encore de perdurer, ils y sont très sensibles. Et clairement, ça ne leur convient pas. Hein. Les appartenances subies et tues, et là, c'est filles-garçons. Très clairement, quand on m'a dit, mais il y a des problèmes de mixité dans la cour de récréation, là, j'ai dit oui, parce qu'à l'observation directe, quand je recense les interactions entre les élèves et l'occupation des espaces et l'accès aux jeux ou à des droits, je me rends très bien compte qu'il y a un groupe élèves filles subordonné au groupe élèves garçons. Bon, la mixité filles-garçons dans les écoles, ça remonte aux années 60 quand même. Hein. On ne peut pas dire qu'on est beaucoup avancé. Des appartenances distinctives et valorisantes, c'est tout le système des options dans les collèges. On a tendance à faire des options, à créer des filières optionnelles assez prestigieuses dans les collèges aussi pour attirer des familles plus favorisées. Mais le fait est que ça crée des appartenances distinctives et qui peuvent parfois poser problème dans la relation à la fois que les élèves ont entre eux, mais dans une certaine idée aussi de la réussite qui oriente le regard enseignant. Donc ça mériterait qu'on en discute. Et puis, du point de vue des élèves, 2 sous-groupes déviants. Donc le terme déviance ici est à entendre au sens du sociologue Howard Becker, que j'ai mobilisé dans le cadre de cette étude, mais je ne vais pas développer ici, je pourrais revenir si vous voulez dessus. 2 sous-groupes déviants du point de vue des élèves et transverses aux 3 collèges, les intellos et les perturbateurs. Donc là, on a vraiment le spectre, hein, avec d'un côté les intellos, c'est les élèves qui sont surtout soucieux du regard des adultes et d'être plus près des attentes des adultes, et les perturbateurs qui sont ceux qui, eux, ne trouvent définitivement pas leur place dans le groupe, mais qui par ailleurs perturbent les apprentissages des autres. Et donc, quelle que soit l'origine sociale des enfants, ils sont tous raccords sur ce niveau-là. Ce point me semble important parce que nous, notre but, à travers cette observation, c'était aussi de voir s'il y avait une relation différenciée à la règle et à la norme et aux usages. Or, il n'y avait pas de relation différenciée à la règle, à la norme, aux usages selon l'origine sociale des élèves, en aucun cas. Donc, du point de vue de la socialisation et de la mixité, nos comptes sont plutôt favorables sur ce qu'on a pu voir comme dynamique en place, mais avec beaucoup de travail encore à faire, plus du côté quelque part des adultes que du côté des élèves. Et on peut passer du coup à la diapo suivante. Donc la question qu'on a posée au bout, c'était de dire, quand on voit à quel point on est encore loin de résultats acceptables en termes de mixité filles-garçons et de permettre finalement le dépassement des stéréotypes liés à la question des genres, on se dit il faudrait prendre garde à ce que tout ce qu'on peut faire pour la mixité sociale ne subisse pas le même sort. À savoir, si on veut réellement travailler à des conditions équitables de scolarisation, des chances égales de réalisation de soi et l'interconnaissance des groupes, ça veut dire qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité dans l'environnement qu'on construit et qui est destiné à accueillir les enfants.
on a une vraie responsabilité. Et c'est aussi nous qui pouvons véhiculer ces stéréotypes à travers nos postures au quotidien. Par exemple, Durubella, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, elle explique bien qu'un des gros soucis qu'on a, c'est que ces normes d'excellence au niveau de l'école, on ne nous les apprend pas à l'école. Le bon comportement, la bonne façon de parler, le bon usage. Il n'y a pas d'enseignement explicite. Et pourtant, ces attentes par rapport au comportement, elles sont là, présentes en permanence. Et Durubella, elle dit, dans le fond, c'est bien de faire de la mixité sociale et scolaire, mais il faut aussi penser à ce qu'on transmet aux enfants et en termes d'attitude, ce qu'on leur apprend, de ce qu'on attend d'eux dans la posture. Parce qu'il y a une attente dans la posture. Et ils ne sont pas toujours préparés à répondre à ces attentes. Je retourne là donc à Lahir et à tout ce qu'il a travaillé sur les configurations familiales. Hein. Donc, c'est vraiment très important. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, ça y est, j'arrive au bout. Je voulais partager quelques questions avec vous. Et c'est ma conclusion. Jusqu'à quel point les paradoxes du système actuel mettent-ils en péril la cohérence même du système éducatif? On parle beaucoup des groupes de niveau aujourd'hui. C'est un vrai débat. Et d'un côté, on se dit, bah oui, c'est pas si bête dans le fond, être sur du sur-mesure. Mais pourquoi le faire dans des groupes de niveau? Bon, il y a beaucoup de débats hein, et il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'à quel point le système éducatif peut-il promouvoir une éducation plus équitable, inclusive et égalitaire que la société qui le supporte? Alors, l'école à l'avant-garde, soit, mais enfin, quand on se lance dans l'enseignement, on ne se lance pas toujours dans l'enseignement pour révolutionner la société. Donc, à un moment donné, il y a aussi ce qui se passe au sein de la société et qui peut aller à l'encontre de projets ambitieux comme la mixité sociale et scolaire. Et donc, bon, voilà, la question, c'est qu'est-ce qui est en jeu en ce moment autour de tout ça? Je n'ai pas de réponse, hein, c'est que des questions. Avoir de la chance pour l'ensemble des élèves en matière d'orientation signifie-t-il forcément l'orientation vers le supérieur? Et là, je vous renvoie à M. Fillon et aux 80% de réussite au bac. Est-ce que c'est vraiment ça l'enjeu? 80% de réussite au bac? Encore une fois, la question, c'est quoi une scolarité réussie? À quoi est-ce qu'on la mesure? Et Durubella, d'ailleurs, très justement, signifiait que, par exemple, on ne s'intéresse pas assez au rapport à l'institution que développe l'élève en fonction de son expérience scolaire. Je m'explique. Notre expérience scolaire, c'est un des premiers rapports que nous avons à l'aspect institutionnel de la société. C'est une institution, l'école. Et selon comment ça se passe, quel effet ça a sur notre perception de l'institution une fois que nous sommes adultes? C'est une question, c'est très ouvert, mais ça peut avoir de l'importance. Enfin, qu'est-ce qu'une scolarité réussie? Donc, c'est mon ultime question. Et je vous propose d'en débattre. Voilà. Merci. Oui, juste une, vous l'avez sûrement dit, cette expérience, elle a démarré donc un petit peu avant le Covid. Oui. Elle continue ou pas? Ces deux collèges, ils sont toujours fermés. D'accord, elle se déroule sur plusieurs années parce qu'en fait, ça serait assez catastrophique pour moi de la lancer sur 2-3 ans. C'est intéressant et de l'arrêter et puis de renvoyer les élèves. Ah ben c'est clair, ça c'est sûr. Ah non, alors voilà, alors je vais effectivement… oui, parce que ça, je n'ai pas eu la précision. Enfin, oui, dans la volonté d'être synthétique, j'ai parfois omis de développer certains points. Donc, ça a été mis en place, ça a été pensé, conçu entre 2016 et 2017. Ça a été véritablement commencé à partir de 2017. Et alors, aujourd'hui, donc, Badiou, Bellefontaine ont fermé. Les deux collèges ont fermé. Les deux nouveaux collèges que sont Saint-Simon et Guillermy ont ouvert. Et donc, ces collèges-là, ces deux nouveaux collèges, n'accueillent que 2 écoles du quartier du Mirail. Tous les autres enfants continuent d'aller dans leurs nouveaux collèges d'affectation, qui sont donc des collèges favorisés de Toulouse et Métropole. Et par ailleurs, lorsque la première cohorte est arrivée en 3e, il y a eu la grande question de savoir s'ils allaient au lycée Rive-Gauche, comme de nombreux enfants, puisque c'est le lycée auquel beaucoup d'enfants du Mirail allaient, ou si ils allaient avoir la possibilité d'accéder au lycée dans lequel habituellement leurs camarades de collège vont. Par exemple, le collège Fermat, lycée Fermat.
Et l'initiative a été prise de permettre aux élèves de choisir d'aller au lycée de leur vœu, soit le lycée rattaché à leur collège, soit le lycée Rêve Gauche. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement les élèves du Mirail, qui résident au Mirail, qui vont dans ces collèges, continuent de le faire, mais par ailleurs, ils ont également cette opportunité de rester avec leurs camarades de collège dans le nouveau lycée auquel ils peuvent être affectés s'ils le désirent, si les familles le désirent. A priori, aujourd'hui, 4 élèves sur 5 qui peuvent s'orienter en seconde générale, donc 4 élèves sur 5 résidant au Mirail, choisit le lycée rattaché à son collège. Donc, ça paraît être un résultat plutôt favorable au dispositif. Merci. J'avoue mon ignorance. Vous pouvez préciser ce qu'est un élève allophone? Ah, qui ne parle pas français. Oui, c'est ce que je supposais, mais j'avoue, je voulais la confirmation. Oui, Merci. oui, oui. Merci pour cette présentation qui éclaire beaucoup d'aspects de la question relative à la mixité sociale et aux mesures qu'on peut envisager pour le faire. Ça avait déjà été envisagé à New York il y a une vingtaine d'années, en déplaçant les élèves d'un quartier dans un autre. Je ne sais pas si vous en avez parlé, je n'ai peut-être pas tout écouté. Et c'est un exemple dont je ne connais pas les retentissements, enfin, ce que ça a donné comme résultat. Et deuxièmement, vous avez dit que dans les collèges où on déplaçait les enfants, on était revenu à des classes de 25 élèves, si j'ai bien compris. Et je me demandais, à Badiou et l'autre collège du Mirail, de combien d'élèves combien il y avait d'élèves par classe. Et enfin, troisième, les questions que vous soulevez à la fin sont très importantes, effectivement, en ce qui concerne les groupes de niveau dont on a beaucoup parlé. Personnellement, je pense que s'il y avait 25 élèves par classe dans certains secteurs, je pense que la question des groupes de niveau et de la mixité sociale ne se poserait peut-être pas. Ne se poserait pas même, je le pense. Et quant à l'orientation, est-ce que tout le monde doit viser le bac, est-ce qu'on doit avoir 80% d'élèves au niveau du bac, alors que certains seraient certainement mieux orientés plutôt vers des carrières professionnelles dont on manque beaucoup de formés actuellement. Voilà les commentaires. Merci. Question là. Ouais, ok. Merci. Vous avez tout noté? Oui, alors je l'ai en tête. Alors, je n'ai pas été un témoin direct du fonctionnement des collèges Bellefontaine et Badiou, mais je pense qu'effectivement, normalement, le nombre d'élèves par classe était réduit puisque c'était un dispositif éducation prioritaire. Toutefois, alors, l'éducation prioritaire, normalement, c'est plus de moyens pour des élèves moins. Bon, le principe. Dans la pratique, malheureusement, plusieurs chercheurs ont démontré que, en réalité, c'est pas tellement de moyens en plus, l'éducation prioritaire. Alors, est-ce pour cela qu'il faut imputer un certain échec de cette politique en termes de réussite scolaire? Bon, personnellement, je ne m'avancerai pas là-dessus, je ne l'ai pas étudié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas autant de moyens qu'on l'imagine. Ceci étant posé, effectivement, il y a eu transfert de certaines dispositions de l'éducation prioritaire vers les nouveaux collèges d'affectation et que ce transfert de moyens, il bénéficie ici à l'ensemble des élèves. Ça, c'est un point. Par rapport, vous parliez d'une expérience, j'ai mal entendu, c'était New York, c'est ça? Vous parliez de l'expérience de busing? Oui, New York, du Bronx, oui. Oui, ouais. C'est ça, oui. Oui, alors, exactement. Non, j'ai pas étudié de près les expériences de busing aux États-Unis. Moi, j'ai surtout regardé un peu l'étude Coleman, enfin un peu beaucoup, l'étude Coleman. Mais après, globalement, ce qui ressort de l'ensemble des études sur ces expériences locales de mixité sociale et scolaire, c'est qu'elles sont effectivement favorables à l'amélioration des apprentissages. Elles sont favorables pour différents motifs. On suppose, c'est le motif, j'ai envie de dire, le plus évident, qu'en bénéficiant d'un enseignement dans une école qui n'est pas immédiatement étiquetée éducation prioritaire ou école accueillant des élèves en difficulté, on permet quelque part aux élèves d'échapper au stigmate qui est attaché à cette forme de politique. Et parce que le stigmate, ça peut avoir des effets très forts. On parle d'effet Pygmalion, d'effet Golem, mais il peut y avoir des effets réellement forts sur l'auto-estime, l'estime de soi.
le sentiment d'efficacité personnelle, tout ça peut être profondément marqué par ce stigmate, par cette représentation sociale négative et qui est attachée à la fois au quartier, mais aussi aux établissements où on y enseigne. Donc, globalement, ce qui joue en faveur d'un contexte de mixité sociale et scolaire, et que ça joue en faveur de meilleurs apprentissages, c'est qu'au moins déjà dans un premier temps, ça permet d'échapper à ce stigmate et dans le fond, d'être tous considérés pour ce que nous sommes, hein, d'abord des individus avec une possibilité d'éducabilité. Et qu'en tant que tel, on doit nous offrir le meilleur enseignement possible, tous autant qu'on est, avec les meilleures conditions possibles. Donc voilà, je pense que globalement, tout tend à dire que la mixité sociale et scolaire est favorable à la réussite des élèves les plus en difficulté et n'est pas défavorable à la réussite des élèves qui s'en sortent déjà. Ça, je le précise parce que, alors je n'ai pas, moi, personnellement, mené d'études sur la question, mais d'autres l'ont fait. Donc, j'ai quand même pris connaissance de leurs travaux. Et que ce soit les psychosociologues, que ce soit en économétrie, enfin, quelle que soit la façon dont on s'y prenne pour étudier la question, cette mixité scolaire n'est pas défavorable aux élèves qui sont déjà en réussite. Par contre, il y a bien un phénomène d'émulation qui tend à améliorer l'apprentissage des élèves en difficulté. Alors, pour les plus en difficulté, par contre, enfin là, ça rejoint la question de l'école inclusive et des élèves en situation de handicap. Il faut savoir que la très grande difficulté scolaire durable est considérée au niveau de l'OCDE comme un handicap. Parce que oui, quand vous allez à l'école, mais qu'année après année, vous restez à des moyennes de 1, 2, voire 3, c'est plus que de la difficulté scolaire. Bon. Donc, cette question de l'inclusion, c'est une vraie question sociétale, de moyens, de choix, de formation. Il y a quelque part, parce que tout le monde dit que ce serait bien sur le principe, et effectivement, que tout le monde trouve sa place. Donc, dans l'absolu, c'est formidable. En pratique, il faudrait vraiment qu'on bouleverse à la fois nos pratiques et nos façons d'évaluer les apprentissages. Il y aurait sûrement du travail à faire. Oui, merci pour votre présentation. Ma question, c'est, vous avez dit que c'était une expérience assez particulière. Ça veut dire que vous avez parlé d'autres exemples, d'un autre exemple, juste. Donc, ma question, c'est de savoir, d'abord, pourquoi il n'y a pas plus d'expériences de ce type? Et une deuxième question, c'est pourquoi cette expérience s'est développée à Toulouse? Alors, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas plus d'expériences de ce type parce qu'il n'y a pas de dynamique au niveau national pour la porter. Même la ministre elle-même qui a voulu ce changement au niveau de code de l'éducation, elle est partie très humblement au départ sur une expérimentation locale. Donc, le ministère a dit aux collectivités locales, si ça vous intéresse de vous engager dans un processus d'amélioration de la mixité sociale, allez-y, nous on fera le suivi scientifique pour voir si ça marche et avant d'aller se lancer dans une dynamique au niveau national. Donc ça, c'était sous Najat Vallaud-Belkacem. Et puis, on a changé de gouvernement, de couleur politique et donc de politique. Et là, ça n'a plus du tout été un sujet. Avec M. Blanquer, la mixité sociale, ce n'était plus du tout le sujet et la mixité scolaire encore moins. Donc, du coup, ça a été tout à désinvesti. Donc, aussi au niveau local, les dynamiques, du coup, ont eu tendance à baisser parce que si ce n'est pas soutenu nationalement, c'est pas les DSDEN, elles prennent un risque. À un moment donné, c'est des services déconcentrés de l'État, mais je veux dire, ils sont d'abord censés appliquer les politiques nationales. Même s'ils ont une marge de manœuvre au niveau local pour accompagner des choses, c'est quand même une marge de manœuvre réduite. Une DSDEN, elle peut difficilement aller à l'encontre de la volonté du ministère. Bon, la chance qu'il y a eu en Haute-Garonne, c'est qu'avant qu'il y ait ce changement politique, la DSDEN et le rectorat, enfin surtout la DSDEN, s'étaient fortement engagés aux côtés du conseil départemental. Ce qui fait que, main dans la main, DSDEN, conseil départemental, envers et contre toute difficulté, ont réussi à ne pas lâcher et à aller au bout du processus et aller au bout de l'engagement dans ce dispositif tel qu'il avait été conçu dans les phases de concertation. Alors, pourquoi ça a marché en Haute-Garonne et, pour être honnête, nulle part ailleurs à ce jour, bien que de nombreux départements... Alors, c'est toujours pareil. Donc, quand il y a eu Pap Ndiaye, donc là, à nouveau, c'est redevenu un sujet.
Donc, nous, on a été sollicités par de nombreux départements qui disaient, bon, alors vous avez fait comment? C'est quoi la recette quoi, pour se lancer? Mais puis, à nouveau, changement politique. Et à nouveau, un recul. Donc, bon, construire une politique dans la durée, dans ces conditions-là, c'est compliqué. Et en tout cas, en Haute-Garonne, encore une fois, ce qui a fait la spécificité, bon, bah, je pense la couleur politique quand même du département, hein, avec une volonté assez affirmée et qui était la même que celle de Najat Vallaud-Belkacem, donc une volonté affirmée d'une certaine représentation hein, de la gauche de la société et du rôle qu'a joué l'éducation dans la société, dans le fait de faire société. Et puis à partir de là, la continuité, le fait que jusqu'à aujourd'hui, c'est une politique qui n'a pas été abandonnée. Et encore aujourd'hui, quand il y a les phases de concertation avec les familles, les élus qui se mettent en danger hein, dans la concertation disent clairement la mixité sociale est un indicateur non négociable. Ça veut dire si à un moment donné, on doit privilégier la mixité sociale de l'établissement sur sa proximité, ben on va privilégier la mixité. Quand vous dites ça des parents, ce n'est pas toujours facile d'entendre leur réaction. Mais donc, pour l'instant, politiquement, ils s'y tiennent. Merci de votre intervention. J'ai travaillé longtemps au Mirail et même à la retraite, je suis restée assez proche des associations. Pardon, merci. Donc, j'ai travaillé 20 ans au Mirail en tant que psychologue de l'éducation nationale et à la retraite, j'ai continué à rester assez présente dans les réunions. Et j'étais allée à une réunion, le collège Badiou était fermé à peu près et le collège Bellefontaine commençait juste ce même travail. Les parents donc du collège Badiou se sont plaints qu'ils n'arrivaient pas à avoir des relations avec le collège où étaient leurs enfants. Les parents même d'enfants du secteur leur disaient « mais non, ne venez pas, on parlera à votre place, on vous représentera ». Et donc des parents du Mirail qui voulaient être présents avaient des grandes difficultés, déjà les déplacements et la résistance des autres parents et des associations de parents. Est-ce que vous avez fait un travail justement dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a eu un travail? Ça me paraissait très important. Alors, nous, c'est ce qu'on pointe dans notre évaluation, c'est-à-dire qu'on a dit pour nous, le gros point noir du dispositif, c'est la non-mixité des parents d'élèves et c'est la non-représentation des parents d'élèves du Mirail au sein des nouveaux établissements d'affectation. Et globalement, c'est ce que j'essayais de vous dire là dans les conclusions, c'est les problèmes autour de la coéducation. Donc non, ce n'est pas satisfaisant. On a rencontré beaucoup de familles. Par exemple, parce que ce qu'on observe quand même, c'est que par exemple, il y a une posture très différenciée, mais vous avez dû l'observer vous-même, des parents entre le premier degré et le collège. Et là, d'autant plus que le collège est éloigné. C'est-à-dire que dans le premier degré, moi, j'avais beaucoup de mères d'élèves qui me disaient « Oui, moi j'ai fait ma propre scolarité. Le premier degré, j'y suis allée à l'école. Et dans le fond, les instituteurs, les institutrices, c'est des parents comme moi. Enfin, en gros, on est entre parents qui éduquons les enfants. Bon, mais le collège, c'est des professeurs. Et alors là, le sentiment de légitimité, il s'envole direct, quoi. Et par exemple, j'avais une maman qui me disait « Moi, j'étais déléguée de parents d'élèves dans le premier degré. » Son enfant est au collège Bellevue. Alors, en plus, c'est un enfant en réussite, hein, donc elle est tranquille parce qu'il réussit très, très bien. Et puis, elle me dit, le problème, c'est que comme je suis voilée, je me sens mal à l'aise, en fait, quand je vais avec les autres parents à Bellevue. Et donc, du coup, bon, elle a dit, elle n'a plus envie de s'investir de la même manière qu'elle s'était investie dans le premier degré. Mais comme c'est une maman qui fait relais, parce que du coup, quand même, les personnels des collèges repèrent des parents un peu comme ça qui, des fois, transmettent l'information ou font le relais. Alors, les associations, surtout, hein, font le relais entre l'école et le quartier. Les associations de classe sont très impliquées. Puis, il y a aussi des parents qui sont des bons relais. Donc, cette maman, elle était une interlocutrice des parents élus, délégués de la FCPE. Et par exemple, une fois, comme ça, elle a dénoncé le fait que son enfant, donc il y avait un conseil de discipline et des parents avaient dit oui, mais c'est souvent ceux du Mirail. Bon, toujours pareil, hein. Et elle avait dénoncé en disant non, en réalité, sur X conseil de discipline, seule une fois, c'était un enfant du Mirail impliqué. Donc, c'est vraiment pas acceptable qu'on continue de communiquer de cette façon-là. Et puis ensuite, il y a eu un problème des parents d'élèves qui sont allés vers elle pour lui demander d'être solidaire sur le refus
sur le fait de demander à un professeur, à un enseignant de refaire des examens parce que beaucoup d'élèves avaient échoué à cet examen. Et puis, elle a dit à la maman de la FCPE, « Ah ben, ne comptez pas sur ma solidarité. Si c'est pour ça, mon fils, il a eu 18. » Donc voilà, donc il y a tous ces jeux aussi entre parents qui consistent en fait à un moment donné à dire non mais ça suffit quoi. Où on est ceux du quartier et ceux qu'on pointe du doigt ou alors on vient nous voir quand à un moment donné là on s'intéresse à nous en tant que parents d'élèves et pas en tant que résidents du Mirail. Donc voilà, il y a toute cette dynamique. Et où la question, c'est finalement, alors je ne peux pas parler pour l'éducation nationale, hein, je n'en fais pas partie, mais où la question, finalement, c'est en termes de politique publique, qu'est-ce que les collectivités territoriales peuvent faire pour accompagner cette coéducation, pour peut-être donner des moyens en termes de mobilité ou, enfin, voilà, ou créer des espaces de médiation. En tout cas, voilà, quelle politique on pourrait tenter de mettre en œuvre pour l'améliorer. Mais tout reste à faire. Très honnêtement, beaucoup reste à faire. Mais par contre, les professionnels avec qui je travaille en sont conscients, ce qui est déjà un début. Oui, je suis très content d'apprendre les récents travaux de votre équipe. Moi, je travaille à l'université et j'ai voulu, dans l'une des questions que vous avez soulevées, rappeler ce que les équipes de recherche auxquelles j'appartenais et fréquentais à l'époque à l'université dans les années 80 et 90 ont identifié sur le sujet des appartenances groupales multiples. Je veux parler de l'équipe de recherche fondée par Philippe Malrieux sur socialisation, personnalisation et changements sociaux, et l'équipe des sciences et éducation des années 80 de Bataille, de Jean Ferras, qui était l'un des principaux membres du GREP ici, et de Claude Lanel et d'Edgar Weber sur l'éducation en situation interculturelle. Donc, sans revenir sur les détails des catégories que je vais vous annoncer, mais c'est pour vous dire l'importance de cette approche multiple des appartenances groupales. Le premier travail mené par une thèse en psychosociologie sur la direction de Jacques Curie relève quelque chose qui croise vos recherches. Au lieu de parler, par exemple, comme fait jusqu'à aujourd'hui dans les médias les Maghrébins, la recherche va dans les détails des catégories, des sous-catégories et relate quelque chose de très intéressant pour comprendre le succès scolaire ou l'échec scolaire. Donc, cette recherche que j'ai publiée déjà dans la revue que je dirige en 86 relate qu'il y a des Maghrébins instrumentaux, il y a des Maghrébins nostalgiques, il y a des Maghrébins déracinés, il y a des Maghrébins intégrés, comme moi, et il y a des Maghrébins assimilés, qui vont jusqu'à changer leur nom. Mohamed, il s'appelle maintenant Michel. Donc, vous voyez, et à travers ces catégories de familles, on a croisé échec ou succès scolaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. La deuxième recherche qu'on a menée, et là, vous pouvez vous y référer parce qu'on a publié dans la revue que je dirige en 85 les résultats d'une recherche, d'une thèse sur l'un des sujets de la réussite scolaire, c'est échec scolaire et conflit des valeurs. Et on a croisé dans cette problématique, d'une part, les filles et les garçons. Et on a trouvé que les filles qui répondent positivement, presque 100%, sur des questions liées à leur appartenance religieuse, par hasard réussissent. Et des enfants maghrébins, musulmans, de familles musulmanes, qui, pour les piliers de l'islam, il te dit ne pas rentrer dans une église est un pilier de l'islam, ne pas boire du vin est un pilier de l'islam.
Et de l'autre côté, on a trouvé 80% d'échecs. Vous imaginez un peu le paradoxe. Donc, conclusion de mon intervention, je me rappelle de travail de bataille sur la recherche-action où, à Bagatelle et à la Réunionnais, on a mis en place, j'y participé, à cette problématique que l'enfant est au centre de la recherche de 3 institutions. Il y a l'institution familiale, l'institution scolaire et l'institution de l'équipe de recherche que nous étions. Donc, c'est ces 3 regards portés sur le parcours de l'enfant où on peut dépasser la catégorisation mono. Merci beaucoup. Merci. Et je suis content que vous vous référez aux travaux de l'AIR, que nous pensons au GREP inviter l'année prochaine. Ah, une très bonne chose. Il y a Christine Ménesson, d'ailleurs, à Sciences Politiques, qui a travaillé avec lui. D'accord. Elle est à Sciences Po, Christine Ménesson. Il a cité plein de noms, alors que je n'ai malheureusement, pour ma part, pas du tout eu l'occasion de connaître, mais beaucoup entendre parler, parce que au sein de l'UMR, on en parle beaucoup d'eux. Donc, malheureusement, je ne les ai pas rencontrés. Mais effectivement, et une fois que ce sera fini, je veux bien les références plus précises. Voilà. Mais voilà, oui, tout à fait. L'occasion de discuter. Roger, je n'encombre pas trop le attention, ton micro n'est pas terrible. Ouais, hein? Ah bon? Oui, vas-y. Tu as levé la main, non? Mon micro est activé, oui. Oui, c'est bon. Oui, d'accord. Tu as une question, non? Tu as levé la main. Oui, c'est ça, mais je voulais bien vous poser une question. Confirmer ce que disait Mme Bertolino en ce qui concerne la volonté du conseil départemental d'aller dans le sens du projet de Najat Belkacem il y a une dizaine d'années et d'aller jusqu'au bout. Effectivement, c'est le seul exemple qu'il y a eu en France pour le moment, dont on attend les résultats à moyen et long terme. C'est quand même de la durée qu'il faut examiner. Et deuxièmement, je voulais vous demander si votre présentation et les questions que vous posez à la fin ont été vues et discutées par le conseil départemental, puisque c'est quand même lui qui est le porteur de ce projet. Et qu'en résulte-t-il, si vous pouvez nous en donner quelques éléments de leur analyse. D'accord, ok. Alors, oui, parce qu'ils étaient commanditaires de cette recherche. Donc, non seulement je leur ai remis un rapport d'évaluation détaillé, mais par ailleurs, on a produit une synthèse de ce rapport détaillé qui, elle, est publique. Le rapport d'évaluation détaillé n'est pas public, mais toutes les conclusions qu'il contient ont été reportées dans la synthèse qui est publique. Pourquoi le rapport d'évaluation détaillé n'est pas public? Je le précise quand même. C'est parce qu'en fait, comme tous ces partenaires n'avaient pas de convention entre eux, et que nous-mêmes, nous n'avions une convention qu'avec le département, sur le plan de la recherche, afin de ne pas trahir la relation de confiance à l'ensemble des personnes qui ont participé à cette recherche, on avait un formulaire de consentement éclairé signé par les gens dans lequel on garantissait la confidentialité de ce qu'ils nous confiaient en tant qu'équipe de recherche. Donc, beaucoup de choses sont ressorties et on s'est dit, mais là, on ne peut pas rendre public des choses pour lesquelles on a des formulaires de consentement éclairé, mais on n'a pas de convention avec l'éducation nationale, par exemple, pour révéler tout ce que nous ont dit les enseignants qui ont participé au groupe. Donc, on a choisi de protéger le rapport d'évaluation, de le réserver aux commanditaires et puis, du coup, de produire quand même une synthèse avec l'ensemble des conclusions. Donc, oui, alors, ils ont eu entre les mains les conclusions, non seulement ils les ont eues, mais au sortir de la convention, de la CIFRE, c'est là qu'il a été décidé que je sois pour 3 ans maintenu en poste pour la poursuite de l'évaluation et puis surtout pour retravailler ensemble sur le comité de suivi mixité, ce fameux comité de suivi, émanation du CDEN. Donc, au sortir de l'évaluation, on l'a complètement retravaillé. Maintenant, il y a des ateliers participatifs et cette année, la grande question qui a été soulevée auprès de ce comité, qui réunit plus de 70 personnes, c'est quelle nouvelle feuille de route pour la mixité sociale. Donc, c'est très ambitieux et on a pu travailler sur ces questions de façon participative. Donc, dans le prolongement de l'évaluation, où je travaille en recherche-intervention, donc c'est la recherche-action, donc la recherche-intervention, c'est du même ordre, on est dans de la recherche participative. Et donc, c'est dans le cadre d'une recherche participative que nous avons mené l'évaluation.
Et c'est toujours de façon participative maintenant que nous accompagnons le département dans l'écriture de cette nouvelle feuille de route. Donc oui, les conclusions sont connues du commanditaire, tout ce dont je vous parle aujourd'hui. C'est encore mobilisé dans les travaux qui réunissent le comité de suivi. Et puis notre grande fierté, c'est qu'au sortir de l'évaluation, la première convention entre un département et l'éducation nationale, le recteur en l'occurrence, a été signée. C'est la première convention mixité sociale qui a été signée pour pérenniser les moyens engagés dans ce dispositif. Et nous en étions assez heureux, puisque l'évaluation à l'époque pointait le fait que le fait de ne pas avoir de convention qui pérennise les moyens, c'était une énorme insécurité, et pour les familles, et pour les élèves, et pour les professionnels qui ont engagé énormément de changements dans leur pratique et dont on ne sait pas, qui ne savent pas si ça va être durable ou si du jour au lendemain, on ne va pas complètement arrêter cette politique. Donc cette convention, on est vraiment très fiers. Elle a été signée en juin 2023 et elle est vraiment venue au sortir de nos conclusions. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit et que j'ai trouvé très intéressant. C'est bien que c'était une réussite et c'est ce qui apparaît dans ce que vous nous dites. Je voulais quand même vous demander si c'était pas quand même une goutte d'eau par rapport au délitement général du système scolaire. Et je voulais aussi vous poser des questions sur les résistances que vous avez pu rencontrer. J'ai noté dans un des schémas que vous nous avez montré que l'enseignement privé, par exemple, n'avait reçu aucun enfant. Et je voulais savoir si, à part l'enseignement privé, est-ce que dans les collèges qui ont, je suppose qu'ils étaient volontaires, hein, c'est ce que vous nous avez dit, est-ce que, bien qu'ils aient été volontaires, vous avez rencontré des résistances dans les familles? Alors, oui, des résistances, elles sont très nombreuses, hein, soyons clairs. Alors, moi, les seules résistances, je ne parlerai que de ce que j'ai observé directement. Les résistances du côté des familles, je les observe à chaque fois que j'observe des réunions de concertation autour de la détermination des nouveaux secteurs des collèges, qui réunissent donc des familles, mais aussi des enseignants, et où là, vraiment, des choses s'expriment qui sont parfois assez horribles en termes de rejet, de refus de la part des familles les plus favorisées d'accueillir des enfants défavorisés, même si en réalité, ils ne représentent pas une majorité d'élèves, hein, mais bon, c'est déjà trop. Donc là, il y a vraiment eu des fois, je revoyais souvent ces films documentaires, on parlait du busing, ces films documentaires où d'un coup on ouvrait l'école à des enfants noirs et où il y avait des parents hurlant, faisant barrage de leur corps pour empêcher le pauvre gamin avec son petit cartable d'entrer dans l'école. Mais très sincèrement, oui, il y a eu des prises de parole dans certaines réunions publiques qui m'ont fait vraiment penser à ça, où je me suis dit, mais c'est juste incroyable en fait. D'entendre ça et d'observer ça. Bon, donc oui, bien sûr que des résistances, il y en a. Après, du côté des enseignants, globalement, ce qui ressort des témoignages et des échanges formels et informels, c'est qu'une très grande majorité des enseignants et les syndicats adhèrent au dispositif. Ils adhèrent. Après, il y a quelques cas exceptionnels, mais ça existe, d'enseignants qui refusent de revoir leur pédagogie en conséquence, parce que le fait est qu'en réalité, il faut faire un travail, il faut revoir la pédagogie dans une classe hétérogène. Ça ne se manage pas de la même manière qu'une autre, ça ne s'accompagne pas de la même manière qu'une classe homogène. Voilà, donc il y a un travail à faire et certains enseignants, effectivement, résistent, mais apparemment, c'est ultra minoritaire. Enfin, on n'a quand même pas à faire un mouvement de refus, non, pas du tout. Donc voilà. Et puis, j'ai envie de dire, après, par la force du groupe professionnel, tout le monde évolue et bouge. Hein, ça fait bouger les lignes. Hein. Voilà. Et au niveau des résistances, et pas de résistance politique non plus, là, je pense aux collectivités locales. C'est-à-dire que ce qui est assez, je trouve, intéressant aussi en Haute-Garonne et qui explique probablement le succès, c'est que quelle que soit la collectivité impliquée, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne chose. Enfin, quelle que soit l'institution impliquée, quel que soit le bord politique, tout le monde est d'accord sur le fait que c'est comme ça qu'il faut faire.
Et alors ça, c'est énorme, hein, parce que quand tout le monde est d'accord sur le cap à suivre, ça facilite quand même grandement l'avancée des actions. La question que je vais vous poser résulte d'une certaine remarque. Il y a 20 ans, il y avait eu le phénomène au Mirail des banlieues qui brûlent. Ah oui, 2005. Il y avait eu le grand débat avec des chercheurs comme Mukieli. Ce midi, il y avait à France Inter une interview de François Dubé qui vient de commettre un livre avec une ex-ministre, Najat Belkacem, sur un certain nombre de problèmes. Et il y a 10 ans, puisque vous avez invoqué Marie Durubella, il y avait Dubé qui avait écrit quelque chose qui semblait prouver que la société avait une certaine préférence, pas la préférence nationale d'un parti que je n'aime pas beaucoup, mais la préférence pour l'inégalité, que les parents étaient là pour que leurs enfants réussissent mieux que ceux des autres, etc. Et donc, je vois le chemin parcouru avec votre équipe qui a été soutenue par beaucoup d'institutions et locales et politiques et nationales. Et puis, donc, cette recherche que vous avez qualifiée d'intervention pourrait porter un certain nombre de fruits parce qu'on voit défiler beaucoup de ministres qui changent. Vous avez cité Blanquer, vous avez cité le précédent, Panday, qui avait essayé de promouvoir l'indice de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'IFS des parents, de position sociale. Je crois que maintenant, vous êtes dans la bonne voie et donc vous avez parlé de persévérance pour les élèves et je suis heureux qu'un certain nombre de personnes du GREP soient persévérants sur ces problèmes éducatifs. Et donc, merci beaucoup. Merci. Oui, c'était pour apporter un témoignage concernant effectivement cette mixité sociale au travers de mes petits-enfants qui se trouvaient à Fermat et qui ont, dans toute cette période, ont été, disons, ont participé en fait à cette mixité sociale. Et ce que je peux témoigner, c'est que ça s'est très très bien passé. Enfin, et que contrairement à ce qu'on peut penser, ça a plutôt aussi favorisé les élèves qui travaillaient bien dans la mesure où, en fait, ils allaient expliquer à leurs petits camarades les points qu'ils ne comprenaient pas et en expliquant, en fait, comme chacun sait, c'est en enseignant qu'on apprend le mieux, eh bien, ça avait cet effet positif et je n'ai eu aucun écho, enfin, c'est vrai que j'ai eu deux petits-enfants qui ont fait ce parcours complet jusqu'en 3e et les effets sont extrêmement positifs. Et je les ai interrogés très souvent et j'ai jamais eu de retour négatif concernant cette expérience. Le point que je voulais souligner aussi, dont nous n'avons pas parlé, mais peut-être vous pouvez nous confirmer, c'est qu'il me semble qu'il y a une certaine satisfaction aussi des parents, j'allais dire du Mirail pour faire simple, en disant qu'effectivement, avec le système devoirs faits, les enfants ont fait rentrer chez eux avec les devoirs faits et que après ils n'allaient pas traîner dans la cité et que beaucoup de mères disaient ah ben c'est bien parce que quand mon fils rentre et il n'est pas mêlé à tous les trafics qui peuvent exister dans la cité. Donc c'est un effet induit qui n'est pas négligeable non plus. Alors oui, effectivement, il y a cet effet induit qui est fort et là où les parents sont satisfaits, et même s'ils avaient beaucoup d'appréhension au départ, ce qui se comprend, c'est par rapport au fait effectivement que les gamins ne traînent plus sur le quartier, sachant que malheureusement sur le chemin du collège, à l'époque, il y a beaucoup d'enfants qui se faisaient recruter pour 10 € l'après-midi de surveillance pour faire le guet en bas du mur. Et il y avait vraiment un absentéisme lié à ce petit job, cette petite cooptation sur le chemin du collège qui existait réellement.
D'ailleurs, comme les trafiquants se sont retrouvés en difficulté quand tous les gamins, tous les collégiens ont quitté le quartier, ils se sont mis à recruter les mineurs isolés, les fameux mineurs étrangers isolés, hein, qui eux-mêmes, malheureusement, les pauvres, n'ont pas une enfance bien heureuse. Donc, du coup, en fait, moi, par exemple, sur les parents avec qui je me suis entretenue dans le cadre de l'enquête après la Covid, j'ai quand même 3/4 des parents vraiment qui disent considérer le quartier comme toxique pour leur enfant. Donc, je veux dire, c'est pas rien quand même, hein, et qui, à cet égard, sont contents. Ils préféraient quand même avoir un collège de proximité, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais qui sont contents de leur offrir un environnement qui va être de meilleure qualité. Bah oui, très clairement, très clairement. Et pour aller aussi par rapport à ce que vous dites aussi, au début, quand j'ai commencé mon enquête, on me disait souvent, mais ils restent entre eux, ils restent. Ben, j'ai dit, qui reste entre qui et qui? Parce que de toute façon, s'il y en a qui restent entre eux d'un côté, ils restent aussi entre deux l'autre. Donc, il faut savoir. Bon, et ils restent entre eux. Bon, ok, mais moi, je vais observer, puis je vais, comme tout bon socio-ethnographe, je recense, hein, comme je recense les oiseaux sur les branches, je recense les élèves, leurs interactions, les formes de regroupement, et voilà. Et j'essaye de qualifier ces regroupements, bon, tout bêtement, hein, de manière très systématique. Et à un moment donné, ce qui est apparu et qui était comme une évidence, c'est que l'ensemble des élèves qui débarquent en 6e se regroupent, mais évidemment qu'ils se regroupent par secteur d'école, ils se connaissent, ils arrivent au milieu de nulle part, ils ne comprennent pas le système, ils ne comprennent pas comment… c'est pas l'école, le collège, c'est complètement différent, ils sont un peu perdus, comme tous les élèves en 6e, et ils ont tendance à se regrouper avec ce qu'ils connaissent, donc avec les enfants qui viennent du même secteur d'école. Et puis en plus, on favorise ça, puisque comme on sait que les élèves, s'ils ont des petits camarades qu'ils connaissent, ça les aide à prendre confiance en eux. Quand on fait la sectorisation, forcément, on essaie de conserver autant que possible les bassins d'école pour permettre aux élèves de rester dans le même établissement, qu'il y ait une continuité dans la mesure du possible. Donc, du coup, à un moment donné, quand je rendais mes conclusions, je disais, mais non, mais en réalité, tous les élèves en 6e sont dans cette dynamique au départ. Et puis, petit à petit, ils s'émancipent. Ils s'émancipent du groupe élève connu à l'école, ils s'émancipent du groupe classe. Et quand ils arrivent en 5e, ils arrivent à une véritable autonomie où leur réseau social s'étend. Ils découvrent des petits camarades qui n'ont rien à voir avec eux ou avec l'environnement familial et ils créent des formes de solidarité, des interactions. Dans tous les cas, il y en a. Et après, l'autre aspect qui me paraissait important, c'est que souvent on me disait « Oui, mais ils ne connaissent pas les codes sociaux. » Mais de quoi parle-t-on? Moi, je dis, mais moi, les codes sociaux, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les règles. Les règles et les normes par rapport à une organisation qui est l'école, qui a un règlement. Et c'est quel est le rapport à ce règlement et à cette norme? Est-ce qu'il est différent? Et là, je me réfère aux travaux de Becker sur la déviance. Ou bien est-ce que c'est le même pour tous les élèves? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et effectivement, quand je discute avec eux, que ce soit en groupe ou en entretien individuel, et dans l'observation aussi, il n'y a aucune différence en réalité. Ce sont en fait, parce qu'il y a une vraie stigmatisation des personnes résidant dans les quartiers populaires, on a un regard qui est biaisé, mais qui est vraiment biaisé, hein. Il y a le eux et il y a nous. Et ça, il est terrible. Moi, combien de fois, alors avec des personnes tout à fait brillantes et qui faisaient bien leur boulot, mais qui disaient ces enfants-là. Et quand on dit ces enfants-là, c'est bien qu'il y a un eux et il y a nous. Donc, la problématique est une problématique de groupe et de dynamique sociale, mais en aucun cas, c'est une problématique d'élèves qui serait plus complexe que d'autres élèves ou je ne sais trop quoi ou qu'est-ce. Donc, bon, comme je dis, ce qui serait intéressant, c'est que cette politique de mixité permettent réellement aux élèves en tant qu'individus d'exister pleinement avec toute chance de réussir, en tout cas d'être bien à l'école et pas en tant que groupe d'élèves venus du Mirail. Ça, vraiment, c'est beaucoup trop réducteur. Oui, mais je vous remercie beaucoup de votre intervention et on a là le meilleur de ce que peut faire la sociologie avec un peu d'ethnographie et d'ethnologie et beaucoup de terrain, effectivement, recherche, action, intervention. Alors, moi, je retiens que tout le monde serait d'accord sur le cap à suivre. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je retiens aussi cette convention d'engagement sur la pérennisation des moyens entre les partenaires. Bon, là, j'entrevois tout de suite le juridique.
si jamais il y a des défaillances d'un côté ou de l'autre, il faudra vraiment que la société civile, des parents, des enseignants, des anciens élèves peut-être même, parce que comme vous avez 3 ans devant vous, bah, il va y avoir des enfants qui auront vécu ça et qui seront des grands, des jeunes adultes d'ici quelque temps. Voilà. En fait, je voulais vous faire surtout mes félicitations. Merci, c'est gentil. Et si j'avais une question, c'est sur cette convention d'engagement. Ouais. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'expérimentation de choses très intéressantes, et puis de suite, quoi. C'est des bulles. Voilà. C'est là que j'anticipe, et je suis un peu frileuse, j'ai un peu peur, quoi. Voilà. Bah, après, Merci. Merci à vous et merci du soutien. Du coup, moi quand même, alors il y a une chose que j'ai découverte parce qu'alors je n'ai pas du tout fait carrière dans les collectivités territoriales, donc moi j'ai vraiment découvert, et ni à l'éducation nationale d'ailleurs. Donc j'ai vraiment découvert, hein, je suis arrivée en terre étrangère et j'ai vraiment observé, hein, tiens, où suis-je, que se passe-t-il? Et ce que je trouve intéressant, c'est que on a eu les rencontres nationales de la mixité sociale qui se sont tenues à Toulouse en février 2022. Dans la suite, hein, 2 ans avant des rencontres nationales qui s'étaient tenues à Paris en mai 2019, auxquelles j'avais pu assister. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y avait vraiment des acteurs de toutes les institutions et de toute la France qui étaient présents pour discuter de comment faire mixité. Et on a vraiment... je me suis rendu compte en fait de l'incroyable dynamique au niveau national d'un tas de gens dont on ne parle pas à la télé, à la radio ou que ce soit, et qui travaillent dans le même sens, encore une fois, quels que soient les bords politiques ou quels que soient les enjeux locaux. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une espèce de mouvement de fond comme ça, de gens qui sont quand même d'accord sur des principes et sur le fait que cette mixité, elle est nécessaire. Et qu'en tout cas, les politiques dans ce sens au niveau scolaire sont nécessaires. Et du coup, ça m'a frappé parce que là, par exemple, le 19 mars, normalement, j'interviens dans le cadre d'un colloque à l'ANRU. Et parce que, donc là, ils ont tout un colloque où c'est rénovation urbaine et mixité, mais mixité au sens de mixité sociale et scolaire, comme on l'a porté ici. Et on nous demande de témoigner parce qu'ils réfléchissent à comment ça se passe et comment on y travaille et comment on met ça en œuvre. Et du coup, je me rends compte, encore une fois, que quel que soit, j'ai envie de dire, l'écume de la vague politique et ce qui est visible à la surface, il y a quand même un mouvement de fond qui existe au niveau administratif et au niveau des institutions et qui a un mouvement de fond qui est quand même bien réel de gens qui s'organisent et se mobilisent pour faire vivre ce genre de dispositif. Donc, bon, je reste optimiste. Je vais vous poser une question. D'abord, merci beaucoup pour votre présentation et puis pour le côté en particulier multidimensionnel, hein, de cette intégration, de cette mixité. Je trouve que ça est très intéressant. Mais quand même, j'imagine qu'à notre conférence, on ne peut pas quand même ne pas vous poser la question bête, mais et les notes? Ah. Alors, les notes, alors pour dire les choses clairement, comme je n'étais pas commanditée par l'éducation nationale, et puis il faut accéder aux bases élèves, enfin, il y a la confidentialité des données. Donc, ce sur quoi on a réussi à s'accorder avec l'éducation nationale, c'est qu'eux faisaient tout le suivi, évaluation des apprentissages scolaires, et moi, je m'occupais de la socialisation. Après, ce qui est certain aussi, c'est que pour faire les choses bien, il faut pouvoir faire des tests standardisés. Et pour ça, il faut une équipe de recherche avec d'autres moyens que ce que nous pouvions engager. Donc, les tests standardisés, c'est quand vous faites repasser aux élèves des tests sur des disciplines pour vérifier, parce qu'on sait que dans l'évaluation de l'enseignant, il peut y avoir des biais qui entrent. Donc, le test standardisé, c'est l'équipe de recherche qui le mène et qui permet de comparer avec l'évaluation enseignant et puis de voir quels sont réellement les effets. Bon, on n'a pas pu mener ces tests standardisés. On n'avait pas les moyens, hein, vraiment clairement. Et puis, côté éducation nationale, comme on n'a pas eu accès à la méthodologie appliquée pour les résultats qu'ils ont présentés, donc sachant que globalement, alors oui, je réponds quand même à la question, pardon, au passage, globalement, ils réussissent mieux.
Et surtout, moi je pense, de mon point de vue, un bénéfice encore plus important, les vœux qu'ils ont à l'orientation en troisième, ils ont une meilleure réussite, enfin ils obtiennent leur premier vœu dans une très grande majorité des cas, ce qui n'était pas du tout le cas quand ils avaient Badiou ou Bellefontaine quand ils faisaient leurs vœux. Donc là, effectivement, ils font des vœux, ils viennent de Fermat, de Michelet, de Bellevue, et ils obtiennent, une grande majorité arrivent à obtenir ce qu'ils désirent. Donc ça, quand même, voilà, on peut dire que là, ils se sont émancipés du stigmate, très clairement. Donc voilà, les résultats semblent favorables. Et puis moi, là où je suis très prudente, et je n'arrête pas de le répéter depuis le début, c'est de dire, encore une fois, il y a eu la Covid. Il faudrait arrêter de faire comme s'il n'y avait pas eu ce temps très spécifique en termes d'expérience. C'est quand même pas rien. En plus, c'est la première à l'échelle planétaire où on vit tous la même chose. Il faudrait arrêter de se focaliser sur les résultats scolaires, de mon point de vue, en raison, entre autres, de cette expérience tellement spécifique. Ça veut dire qu'il faut laisser le système s'en remettre et les élèves s'en remettre. Et moi, je pense qu'il y a encore des effets aujourd'hui qu'on ne mesure pas. Donc voilà, globalement, c'est positif, mais moi, je dis, bon, laissons le temps au temps. C'est même pas une remarque, c'est peut-être juste un délire. Est-ce qu'on pourrait parachever votre expérience en faisant émigrer les élèves des collèges favorisés du centre-ville vers ces nouveaux bâtiments qui viennent d'être construits au Mirail et dont vous nous avez parlé? Peut-être que ça serait aussi très bénéfique. Alors, ce qui serait bénéfique, comme ils ont été, les secteurs de ces deux nouveaux collèges ont été pensés pour permettre la mixité, normalement, on n'a pas besoin de transférer très loin les familles favorisées puisqu'elles vivent à côté. Donc, dans l'absolu, ça devrait être des collèges mixtes. Dans la pratique, c'est pas si simple, évidemment. Donc, en même temps, c'est des nouveaux établissements. Donc, la question, c'est comment travailler à rassurer les familles. Alors, les bâtiments sont magnifiques. En plus, je veux dire, le départ. Oui. Si vous permettez, juste pour dire que l'équipe PLC du GREP là est intervenue dans Guillermier. Hein. Et effectivement. D'abord, il y a l'équipe pédagogique qui est super et les bâtiments sont magnifiques, effectivement. Donc, bon, et on a été très bien accueillis, quoi. Non, mais il y a un déploiement de moyens faramineux pour justement donner l'envie aux familles d'y amener leurs enfants parce que c'est toujours pareil. Les familles résidant au Mirail et qui sont sectorisées sur ces collèges respectent très majoritairement leur affectation. Les familles favorisées Saint-Simon, Tournefeuille, Cugnot, bon, c'est un peu différent. Donc, la question, c'est comment, dans le long terme, comment arriver à convaincre aussi les familles de s'engager sur cette voie. C'est pas simple. Et ça fait partie des points qu'on a soulevés dans le comité de suivi et au regard de la nouvelle feuille de route. C'est comment parvenir à aller à l'encontre, ou travailler sur ce refus des familles favorisées. Comment le travailler? On ne peut pas juste être dans la séduction toujours, ni dans l'autorité. Il y a quelque chose au milieu là qu'il faut trouver. Bon, on verra. On verra. J'avais deux petites questions qui sont très terre à terre par rapport à tout ce qui a été discuté. Et peut-être que beaucoup de gens le savent déjà. Pour ce qui a été des classes qui ont des déplacements des élèves vers les collèges du centre-ville ou les autres, est-ce que, je pense que c'est le cas, est-ce qu'on a commencé par les 6e, ou est-ce qu'on a tout d'un coup déplacé? Ah oui. Donc ça, et la deuxième question, est-ce qu'on a eu le souci dans les collèges qui ont reçu ces enfants-là d'une certaine proportion dans chaque classe, ou est-ce que ça s'est posé autrement? Voilà, c'est deux petites questions toutes simples, mais qui sont aussi un éclairage pour comprendre comment ça se passe. Bien sûr, c'est très important. Oui, pardon, j'ai peut-être pas été assez claire. On a transféré progressivement les élèves de CM2 vers leur nouveau collège d'affectation. Et donc, les collèges de Raymond Badiou et Bellefontaine ont été fermés progressivement, puisque chaque année, une cohorte en moins arrivait. À la fin, alors d'ailleurs, oui, moi, j'en étais inquiète parce qu'on n'avait pas le temps d'étudier la question, alors que c'est une vraie question, la fermeture des collèges comme ça. C'est comment allaient le vivre les élèves de 3e. Et j'ai en tout cas donc les élèves de 3e qui se retrouvaient seulement à être des cohortes de 3e à Badiou et Bellefontaine.
Et j'avais une intéressante discussion. Alors c'était pas simple, hein, parce que d'un coup, on n'est plus que des troisièmes dans un grand collège. Et puis, un des principaux me disait, mais en fait, j'ai jamais eu autant de moyens. Du coup, ils réussissent mieux que ce qu'ils réussissaient avant. Parce que, ben oui, là, d'un coup, il n'y avait plus que des troisièmes. Il y avait eu beaucoup de moyens supplémentaires alloués pour accompagner cette fermeture. Et donc, du coup, ils ont eu de meilleurs résultats. Ce qui fait d'ailleurs que, assez étonnamment, l'autre fois, je lisais un truc, on disait, ah bah oui, vous avez vu, à Badiou, la dernière année, ils ont mieux réussi que ceux qui étaient dans le dispositif mixité. Ah bah oui, non, mais là, c'était quand même un peu biaisé comme résultat, quoi. Bon, voilà, donc, oui, transfert progressif des CM2 vers leur nouveau collège et fermeture progressive des collèges existants. Et par ailleurs, concernant les nouveaux collèges d'affectation, ah oui, mais clairement, mais c'est là qu'il y avait toute l'implication de la DSDEN. La consigne était claire. Les élèves doivent être répartis dans l'ensemble des classes, pas de classe de niveau, hein, très clairement, pas de classe miraille. Et puis, même par rapport aux élèves qui étaient sur des options que moi j'appelle les options d'excellence, ça veut dire toutes ces options-là un peu prestigieuses, il y a des collèges qui ont aussi fait le choix que ces élèves qui ont des options un peu prestigieuses soient eux-mêmes répartis sur l'ensemble des classes et ne soient pas que entre eux. Voilà. Donc, oui, il y a une vraie... Non, mais là-dessus, il faut saluer les chefs d'établissement et puis préciser au passage qu'ils ont été totalement associés à la mise en route du dispositif dès le départ, hein. Moi, j'ai assisté à des réunions après 2 années et c'était une implication incroyable. Voilà. Votre expérience est très intéressante. Elle m'apparaît comme un remède, un soin à une société malade. Parce que la mixité, elle doit être sociale, elle doit être dans la vie de tous les jours, elle doit être dans les lieux d'habitation. Et je crois que notre premier moteur, ça serait justement d'agir là. En ce moment, il y a une politique du PLUIH à Toulouse sur les constructions. Je crois que le principal, ça serait qu'en effet, pour la mixité sociale, que ce soit réparti socialement de manière équitable et pas tous les HLM dans un quartier. Je crois que c'est un moment favorable pour ça, s'il y avait une action à faire auprès de la mairie, puisque c'est vraiment un moment de construction de Toulouse très important et de destruction aussi au Mirail et ailleurs. Et j'ai un grand respect pour ce qui a été fait là, mais je le considère vraiment comme un essai de remède à quelque chose qui n'est pas honorable. Non, mais les dynamiques de ségrégation résidentielle avec le marché du foncier qui est complètement en berne, avec la spéculation immobilière, il ne faut pas se raconter l'histoire. Le problème est quand même moins prégnant en milieu rural, même s'il existe aussi, mais bien moins fort. Et là, on est vraiment sur une problématique des métropoles, hein. Enfin, et les classes intermédiaires fuient. Parce que, juste pour finir sur l'aspect résidentiel, il faut savoir que Toulouse, moi, j'ai été frappée au niveau statistique quand j'ai découvert la fuite des classes intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a des très riches, pardon de le dire comme ça, des très riches et très pauvres. Les gens qui sont au milieu, qui n'ont pas les moyens d'accéder au foncier sur Toulouse, comme ils ne veulent pas se déclasser en allant dans un quartier trop populaire, finalement, ils s'éloignent de Toulouse, hein. Les classes intermédiaires achètent assez loin, quitte à faire la route. Voilà. Et du coup, ça n'aide pas non plus à la mixité, parce que la mixité sociale, c'est pas seulement des très riches, des très pauvres, c'est tout le monde, encore une fois. Donc, c'est compliqué, hein, là, parce que c'est la question du développement des métropoles et du foncier, et c'est loin d'être réglé. Voilà. Ça tombe ce que vous venez de dire tombe très bien, parce que je m'apprêtais, pour avoir été enseignante longtemps, mais longtemps dans la province de la province, c'est-à-dire enfin, dans les départements français qui ne sont pas une métropole. Je suis quand même effarée ici, je suis revenue depuis 13 ans à Toulouse, comment dire, du crible urbain, enfin du schéma urbain, la mixité sociale. J'ai enseigné très longtemps, par exemple, en Haute-Savoie, qui n'est pas une campagne très riche, proche de Genève, enfin tout ce que vous voulez, mais enfin où il y a aussi une grosse industrie décolletage, etc. C'est vrai que j'ai connu depuis très longtemps, c'est-à-dire il y a une quarantaine d'années, déjà des gros efforts des collèges et lycées. Pour le lycée, il y avait beaucoup de réfugiés du sud-est asiatique, comme on disait, puis après il y a eu des Chiliens, enfin des communautés qui sont arrivées par Genève. Mais c'est vrai que, et des gens, des collègues qui ont beaucoup travaillé à ça, voilà.
à une époque où on n'en parlait pas beaucoup. Voilà, donc je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qu'il y a déjà eu, enfin, il y a d'autres lieux et du travail qui se fait dont on ne parle pas ou peu, dont on n'entend pas parler, et d'autre part, qu'il n'y a pas que les grandes villes en France. Oui. Et que ça ne veut pas dire qu'il y a que des problèmes, qu'il n'y a de problèmes que dans les grandes villes, mais peut-être que la province a... vous avez évoqué le monde rural, par exemple. Je pensais d'ailleurs à la ferme, etc., puisque je connais bien ce film dont on parle sur les agriculteurs, etc. Il y a aussi une ruralité qui se trouve enfin, les mômes font des études, quoi. Voilà, moi j'ai eu des élèves qui sentaient les tables. J'étais en philo, pourtant en terminale, hein. Mais ça, je m'en souviens très précisément. Et dans une classe de E, à l'époque, qui était une classe vraiment les gros ingénieurs très sélectionnés. Et le môme trayé, traisé, comme ils disaient là-bas les Belges, avant de venir au lycée, qui était un lycée assez réputé. Bon, tout ça pour dire quand même, relativiser un petit peu le point de vue. Le souci, il n'y a pas que les quartiers et Fermat et Saint-Cernin, quoi. Enfin, il n'y a pas que les... dans tout ce qui est la problématique de l'éducation nationale, voilà. Voilà, et simplement une question, alors là, un retour sur une de vos premières diapositives, mais j'ai peut-être très mal lu, mais on était deux à s'étonner, est apparue une diapositive qui était lignée, enfin, il y avait 5 niveaux de cases, dans laquelle j'ai lu, enfin, cette phrase que je n'ai pas comprise, je l'ai peut-être mal lu, 70% des écarts de réussite seraient liés alors l'expression qui m'a le plus frappée, liée aux caractéristiques des élèves eux-mêmes. J'avoue que ça va, j'ai sursauté à l'introduction et je voulais vous demander si vous pouviez en préciser le sens. Oui, ça c'est le commentaire de Cherkaoui à partir de l'étude de Coleman. C'est une citation en fait d'un article de Cherkaoui. En fait, oui, c'est choquant, mais c'est-à-dire que les États-Unis, contrairement à nous, ils font des études à partir des origines ethniques. Donc eux, quand ils parlent de caractéristiques de l'élève, ils parlent bien des origines ethniques. Parce que nous, sur un plan du point de vue légal, en France, on ne s'autorise pas. Alors, s'il y a une base de données, que d'ailleurs on avait nous consulté, qui s'appelle Théo, Trajectoire et Origine, qui est la seule base de données, mais qui est très réglementée au niveau du droit d'accès. Seules les équipes de recherche et sur justification du projet a accès à la base Théo. Donc nous, on avait demandé un accès mais après, on n'a pas vu l'utilité en fait de l'exploiter, donc on a laissé tomber. Mais donc voilà, donc quand oui, le terme peut être choquant, mais c'est lié au prisme de la recherche américaine, quoi, qui n'est pas le nôtre en fait. Après, sur le résultat en lui-même, de toute façon, l'étude Coleman, elle est profondément discutée, hein, parce que... Donc c'était bien en fait une diapo dans laquelle vous mettiez des résultats de cette étude Coleman que vous ne... c'est pas moi, c'est pas... soutenez pas, oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'était ça, je pense que... Non, en fait, j'ai exposé, le côté discutable, c'était pas assez clair. Voilà. Oui, non, j'ai exposé justement ce que Passeron appelle la fiction avec les statistiques, et c'est-à-dire c'est très compliqué. Si votre théorie n'est pas assez étayée, quand vous faites si votre hypothèse n'est pas assez étayée, théoriquement, quand vous faites des hypothèses, après vous allez dire des choses, arriver à des conclusions, mais qui vont s'avérer franchement discutables. Et en tout cas, nous, notre parti pris, ça a été qualitatif, parce qu'on s'est dit, de toute façon, il faut un peu débroussailler cette jungle pour peut-être commencer à bâtir des hypothèses un peu plus solides, qu'après, on va mesurer quantitativement. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, on s'arrête là. Je vous rappelle qu'il y a un apéritif. Je vous remercie bien sûr notre conférencière. Merci.